Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et vous le savez, Daredevil Born Again va sortir ou est sorti. Et justement, après m'être re-regardé une énième fois les 3 saisons de Daredevil Netflix, eh bien j'avais absolument envie de vous parler du personnage qui, vous le savez, est mon personnage préféré de chez Marvel. Sauf que le dilemme était trop dur. Est-ce que je vous parlais de Shadowland? Est-ce que je vous parlais de Underboss? Est-ce que je vous parlais des théories sur Daredevil? Est-ce que je vous parlais de son pouvoir en combat absolument immense? Est-ce que je vous parlais de la fois où il est mort? Il y avait trop de trucs à dire, donc écoutez, je vous propose quelque chose de très simple. On va compiler tout ça dans un iceberg monumental et on va parler comme ça de tout. On va parler des films avortés, de la série, de ses ennemis les plus emblématiques, de ses secrets les plus sombres. Donc bienvenue à tous dans l'iceberg titanesque de Daredevil. Mais avant que la vidéo commence, je voulais vous parler d'un projet juste incroyable, Dracula 2168. Alors Dracula 2168, qu'est-ce que c'est? C'est un projet de comics lancé sur Kickstarter qui a déjà récolté plus de 5000 € en seulement quelques jours. Et c'est normal, je trouve qu'une hype se crée autour de ce comics parce que franchement le concept donne trop envie. Parce qu'au niveau de l'histoire, on part sur un principe juste ultra original, à savoir le fait que Dracula va un beau jour se réveiller dans un monde futuriste, cyberpunk, une dystopie où c'est l'intelligence artificielle qui règne sur le monde. Et le pire, c'est qu'il est complètement amnésique, qu'il ne possède plus aucun souvenir et surtout qu'il ne sait absolument pas comment il est arrivé là. Mais Dracula 2168, c'est aussi un comics à l'ambiance très travaillée, puisqu'on est dans un mélange parfait entre le style cyberpunk et le style steampunk, et c'est juste super original puisque ces styles sont en général plutôt opposés. Et ainsi, vous pourrez découvrir une société futuriste, mais qui a conservé une esthétique de l'ère victorienne, et personnellement je suis un grand fan du style steampunk, donc je suis très content qu'il y ait un projet aussi ambitieux qui se fasse dans ce style. Et au niveau de l'équipe créative, vous pourrez retrouver des grands noms du comics italien avec notamment au dessin Giuseppe Cafaro que vous connaissez peut-être pour Power Rangers ou encore Justice League versus Suicide Squad. Mais c'est pas tout, vous retrouverez aussi d'incroyables variant covers dessinés par des grands noms du comics comme Mirka Andolfo ou encore Marco Santucci lui-même, donc largement de quoi se faire plaisir pour agrandir votre collection. Donc personnellement je suis très heureux de pouvoir soutenir ce projet et je vous invite très fortement à cliquer sur le premier lien en description pour en découvrir plus, d'autant que pour le moment déjà 5 numéros sont prévus. En tout cas, je souhaite toute la réussite possible à l'équipe derrière le projet, et ceci étant dit, commençons ensemble à explorer l'iceberg de Daredevil. Et pour ce premier sujet, on va donc parler de la chose la plus connue sur Daredevil, la série Netflix, le projet mythique qui est devenu en très peu de temps une série juste culte. Car vous le savez, mais Daredevil c'est un personnage qui a eu un parcours chaotique avant d'atterrir chez Marvel Studios. Parce que vous le savez, mais les droits du personnage ont été baladés entre la Fox, puis ensuite ils sont allés chez Sony, puis ensuite ils sont retournés chez la Fox, qui a fait du coup le fameux film avec Ben Affleck en 2003, dont on reparlera après évidemment. Sauf qu'après un ratage pareil, eh bien la Fox n'avait plus envie de faire du Daredevil, et quelque part ça se comprend finalement, et du coup après 10 ans sans exploitation de la licence, eh bien la licence est donc retournée chez Marvel, qui l'a ensuite vendu, enfin pas vendu mais concédé à Netflix pour qu'il fasse la série qu'on connaît aujourd'hui. Sauf que Netflix va prendre le contre-pied absolu du MCU, fini les blagues et les univers colorés, ici on sera dans une série ultra réaliste dans les bas-fonds de New York. Et pour ce faire, Netflix va vraiment s'entourer de personnalités très différentes. Aux manettes, on aura notamment Steven D. Knight qui avait un éventail du coup très très large, le mec va de Spartacus à Pacific Rim en tant que scénariste, donc il sait à peu près tout faire. Et ensuite la série sera reprise par Eric Olson qui lui avait déjà travaillé notamment sur Arrow, donc était habitué à ces séries un petit peu fleuves sur des super-héros. Mais c'est surtout côté casting que ça va être très surprenant parce que Matt Murdock allait être incarné par Charlie Cox. Charlie Cox qui à l'époque, c'est pas péjoratif, mais était vraiment un random, il avait joué dans Stardust qui était son film le plus connu, donc déjà c'est dire que c'est pas non plus la folie, et vraiment les gens étaient très sceptiques lors de cette annonce. Mais le casting s'avéra au fil du temps être vraiment excellent parce que tous les acteurs vont redoubler d'intensité dans leurs personnages. Vincent D'Onofrio va faire une prestation juste impériale sur le Caïd, c'est clairement un des meilleurs méchants de super-héros
qu'on ait eu toute série et tout film confondu. On aura aussi l'excellente Deborah Ann Voll et Eden Olson qui joueront respectivement du coup Karen Page et Foggy Nelson. Et on aura aussi l'excellent John Bertal qui était déjà connu pour The Walking Dead qui jouera le Punisher de manière absolument incroyable. On a rarement eu un personnage aussi complexe, aussi torturé et aussi intense dans une série de super-héros. Il aura d'ailleurs sa série personnelle qui sera, je trouve, un peu moins réussie que Daredevil mais qui reste tout à fait excellente. Et enfin, la saison 3 intégrera aussi Wilson Bentley en Bullseye qui pareil nous fait une prestation juste ultra intense. Je pense que les flashbacks de Bullseye sont une des parties les plus réussies de la saison 3 de Daredevil. Vraiment, on a un personnage qui est extrêmement sociopathe vraiment et qui est très réussi. Il n'est pas caricatural, il est vraiment profond et on sent presque de l'empathie pour lui, donc vraiment c'est très réussi et c'est une prestation qui aura marqué tous les spectateurs. Mais évidemment, la série brille aussi par son scénario et son atmosphère. La saison 1 nous plongera dans la double vie de Matt Murdock, avocat le jour et justicier la nuit, mais Matt Murdock sera rapidement confronté à Wilson Fisk et comprendra que tout New York est sous son influence. Vraiment, la série va explorer la montée en puissance du coup du caïd et la descente aux enfers de Matt Murdock qui va découvrir à quel point protéger Hell's Kitchen peut être un fardeau lourd à porter. Et dans cette série, c'est vraiment le côté réaliste qui va marquer les gens. On a notamment le plan séquence de l'épisode 1 qui est resté gravé dans les mémoires, puisqu'effectivement, la méthode du plan séquence permet vraiment d'ancrer du coup le spectateur au plus profond de l'action, et ça va vraiment juste marquer les gens, à tel point que cette scène est une des scènes les plus iconiques de toute la série, alors qu'elle est dans l'épisode 1. Et ce qui est fort, c'est que la série ne va pas se reposer sur ses acquis, puisque la saison 2 va partir complètement sur autre chose, sur un truc beaucoup plus super-héroïque entre guillemets, avec l'introduction, je vous l'ai dit, du Punisher qui va commencer à dézinguer toute la mafia, ce qui va créer du coup une énorme guerre de gangs et ça va totalement ravager New York. Mais on aura aussi l'introduction par exemple d'Elektra qui permettra d'explorer du coup le passé de Matt Murdock, même si c'est vrai que la fin de la saison 2 sera un petit peu en deçà de la qualité globale de la série, puisqu'elle faisait aussi le lien du coup avec la série The Defenders où Daredevil va rencontrer Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist, sachant que dans ces séries là, notamment Iron Fist qui était très mauvaise, ça va du coup faire un petit peu réduire la qualité globale, et The Defenders c'est vrai que c'était pas passionnant. Et la série The Defenders va donc se finir sur la mort présumée de Daredevil, qui sera laissé pour mort sous des décombres, mais qui finalement, un spoiler, n'est pas mort, et va du coup apprendre à remaîtriser ses pouvoirs et surtout à reprendre confiance en lui. Vraiment, il est mis à mal, que ce soit dans sa santé physique, mais aussi mentale, avec du coup la perte de sa conviction religieuse qui le maintenait jusque-là, qui faisait pour lui une limite morale, mais qui va complètement être effacée, et du coup on va voir comment il va se reconstruire, et vraiment cette saison 3 est juste magistrale, avec notamment, je vous l'ai dit, l'introduction de Benjamin Poindexter qui est donc Bullseye, qui va être juste phénoménal et qui va constituer un ennemi de taille pour Daredevil. Et ça faisait vraiment très longtemps, je trouve, qu'en série ou même au cinéma, on n'avait pas eu une telle rivalité, une telle haine entre deux personnages, parce que vraiment la relation Daredevil-Bullseye est vraiment juste ultra conflictuelle, c'est que de la haine, vraiment, ils se rendent coup pour coup et surtout ils sont à peu près au même niveau de puissance, donc vraiment leurs affrontements sont juste mémorables. Et ça bien sûr c'est sans parler de l'affrontement final avec le Caïd, qui est juste une des scènes les plus cultes adaptées de comics. Je pense que vraiment les gens quand ils pensent série de super-héros, ils pensent littéralement la fin de la saison 3 de Daredevil, vraiment c'est une scène juste culte que vous avez déjà vue forcément au moins une fois, que ce soit sur Insta ou directement dans la série. Donc voilà, je pourrais épiloguer sur la qualité de la série, vous parler des personnages ultra travaillés, que ce soit Fisk qui est vraiment d'une rare profondeur pour un méchant de Daredevil, qui est un héros en proie au doute, ou encore Elektra qui est à la fois fascinante mais aussi destructrice pour Matt. C'est vraiment une série ultra profonde que je vous conseille à 1000%. Donc voilà, si jamais vous hésitiez encore à voir la série avant de voir Born Again, vraiment regardez-la, je pense qu'on peut comprendre Born Again sans, mais vraiment vous ratez juste la meilleure série de super-héros jamais créée, donc c'est quand même un peu dommage. Bon, on a parlé donc de la série culte sur Netflix, mais avant la série Netflix, vous le savez, il y a d'abord eu un film bien moins glorieux, parce que du coup, retour en 2003, mais à cette époque, Marvel commence tout juste à se faire une place au cinéma, avec des projets comme Blade, X-Men ou Spider-Man, mais qui n'appartiennent pas à Marvel, des projets faits par la Fox ou encore du coup par Sony. Et c'est donc dans cette lancée de créer des héros plus sombres, plus urbains, que les studios de la Fox se disent mais attendez, pourquoi on n'utilise pas Daredevil, on a les licences, et c'est donc parti pour commencer le projet Daredevil. Et sur le papier ça semble solide, même si le réalisateur est un random qui a fait pas beaucoup de films à cette époque et qui est donc très peu expérimenté. On a quand même Ben Affleck, Jennifer Garner qui d'ailleurs sera imposée par Ben Affleck, ou encore du coup Colin Farrell qui jouera Bullseye.
Alors finalement, qu'est-ce qui peut mal se passer? Eh ben tout en fait, tout va mal se passer. Bon, c'est vrai que niveau histoire, c'est pas non plus si catastrophique que ça. On est vraiment sur l'histoire classique de Daredevil. On part de ses origines, du coup, de son accident qui l'a rendu aveugle et super-héros, à du coup toute sa formation et finalement un affrontement très classique avec Bullseye et le Caïd pour méchant qui va tuer du coup Elektra. On est vraiment sur la trame de base de Daredevil. Et le film d'ailleurs ne sera pas vraiment un flop parce qu'il a coûté 80 millions à produire et va en rapporter 180 millions, donc finalement c'est un succès mais un succès mitigé. Mais vous savez, ce qui va vraiment faire débat, eh bien c'est la qualité du film. On est vraiment sur un entre-deux juste trop bizarre. On a des scènes qui sont vraiment très noires, très dark, je pense notamment à la scène où il balance un mec sous un métro, what the fuck. Et après on a des scènes complètement what the fuck, ultra cartoon, avec notamment la bataille dans le parc pour enfants entre Daredevil et Elektra, mais qui a écrit cette merde? Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est très drôle, y a pas de souci, mais il y a 5 minutes il venait de lancer un mec sous un métro, enfin c'est vraiment, le film ne sait pas où il va. En plus de ça, le costume est vraiment... Alors le costume est plutôt classe, mais il est vraiment très très kitsch, vraiment une espèce de cuir un peu moulant. Ça a très très mal vieilli, les effets spéciaux aussi ont très mal vieilli. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Il y a des scènes extrêmement kitsch, notamment quand Daredevil est enfant et qu'il se bat contre d'autres enfants. C'est... Pourquoi faire ça? Le pire, c'est que le film va avoir droit à un spin-off du coup sur Elektra, mais pourquoi faire ça? Évidemment ça va flopper à 1000%, ça on va même pas en parler, c'est un flop monumental, et Ben Affleck dira même qu'il a regretté d'avoir joué dans Daredevil. Voilà, ça fait quand même un petit peu mal. Donc je propose qu'on remercie encore une fois Netflix d'avoir sauvé l'honneur de Daredevil, parce que vraiment on partait de loin. Mais évidemment, Daredevil, c'est pas que des productions télé, c'est aussi évidemment des comics. Et c'est pour ça que dans cet iceberg, on sera amené à parler de beaucoup de comics, donc des runs très marquants, certains que je vous raconterai plus en détail, du coup dans une narration vraiment sombre, notamment Shadowland, c'est sûr qu'il est dans l'iceberg, vous vous en doutez pour ceux qui connaissent un peu les comics. Mais pour ceux qui connaissent pas, je voulais aussi vous parler du run de Zdarsky, parce que c'est une excellente porte d'entrée. Parce que oui, quand Chip Zdarsky reprend le run Daredevil en 2019, le défi est immense, parce qu'il passe après le run acclamé de Charles Soule, qui s'était conclu sur la mort et la résurrection de Daredevil. Et qu'est-ce que Daredevil pourrait affronter de pire que la mort? Eh bien, Chip Zdarsky va relever ce défi immense haut la main en réinventant le personnage sans pour autant trahir son essence. Et accompagné de Marco Cecchetto au dessin, on va pas se mentir, ça va être quand même pas mal, eh bien ils vont nous livrer ensemble un des récits modernes les plus marquants sur le justicier aveugle, parce que effectivement, connaître la peur pour moi c'est le run clé à découvrir sur Daredevil, si vous commencez les comics notamment, et même si vous avez tout lu sur Daredevil, vous devez passer par ce passage là, c'est obligatoire. Et comme je vous ai dit, pour ce comics là, je vais pas vous raconter toute l'histoire, mais seulement le postulat de base. Du coup, Daredevil va revenir en tant que justicier, même s'il est évidemment très troublé par son passé, du coup très sombre. Sauf que les démons de son passé vont tellement ronger Matt que lors d'une simple bagarre contre 3 criminels de base, il sera mis à mal et finira presque même par être battu à mort. Et alors, pour se sortir de cette situation périlleuse, il devra redoubler d'une violence, une violence telle que peu après la bagarre, aux infos, il apprendra qu'un des 3 criminels est mort à la suite de ses blessures. Et à ce moment-là, tout va s'écrouler autour de Matt. Ce meurtre accidentel va remettre en question tout ce qu'il pensait être. Était-il encore un héros ? Et comme je vous le disais, ce run va vraiment suivre la descente aux enfers de Daredevil, il va être plongé dans une spirale infernale à tel point que pendant tout le run, il ne voudra plus être Daredevil et reprendra donc parfois son ancien costume avec le bandeau noir. Mais ce qui est vraiment excellent dans ce run, c'est qu'en plus du développement incroyable de Daredevil, il y a plein d'autres personnages, parce qu'en parallèle du coup Wilson Fisk, donc le caïd, est devenu maire de New York et tente de faire interdire les super-héros. Sauf qu'en parallèle de ça, il y a aussi une guerre des gangs qui fait rage et du coup Wilson Fisk essaie de mettre fin à la guerre des gangs de manière extrêmement violente. Mais on aura aussi de tout nouveaux personnages comme le détective Cole North qui lui est du coup chargé de l'enquête pour meurtre sur Daredevil. Et ce personnage honnêtement il est juste excellent, il est très bien écrit et rappelle évidemment l'agent spécial Nadim de la série Daredevil. Bon bien sûr aussi on verra plein d'autres super-héros à commencer par Elektra qui deviendra du coup la nouvelle Daredevil en l'absence du coup de Matt Murdock qui a donc arrêté d'être Daredevil.
mais on verra aussi notamment le Punisher qui au début croit que Daredevil commence à tuer des gens comme lui, du coup il se dit trop bien, ça va devenir mon pote. Mais on verra pas que lui évidemment, on verra aussi Spider-Man qui viendra demander des comptes à Daredevil, pourquoi est-ce qu'il se met à tuer des gens, ça l'étonne un petit peu. On verra aussi du coup Mister Fantastic notamment, il y a énormément de personnages et c'est pour ça que ce run est un excellent point d'entrée puisque ça permet de vraiment comprendre comment marche un peu tout ce petit univers là de New York dans les comics Marvel à cette période là, et en plus c'est très récent parce que c'est 2019, donc franchement ça vaut le coup de commencer à ce niveau là. Et d'autant qu'en termes purement pratiques, c'est des comics qui valent pas très cher. Voilà, vous avez du coup les comics édités par Panini en France, sur Vinted, vous pouvez les trouver pas très cher. Il y avait un lot à 20€ avec les 2 premiers, donc franchement, allez-y les yeux fermés. Et pour finir cette première strate de l'iceberg qui reste évidemment la surface, donc on est sur des sujets très connus, évidemment le run Daredevil le plus connu, la série, le film et évidemment le Caïd, puisque le Caïd c'est le méchant emblématique de Daredevil. Même si bien sûr vous n'êtes pas sans savoir que le Caïd est à la base un méchant de Spider-Man puisqu'il apparaît dans le The Amazing Spider-Man numéro 50 en 1967 pour la première fois, sous la plume évidemment de Stan Lee et les dessins de l'incroyable John Romita Sr. Et même si à l'origine ce n'est qu'un simple baron de la pègre plutôt classique, eh bien c'est Frank Miller qui va faire évoluer le personnage, notamment à partir du Daredevil 170 qui va donner sa pleine envergure au personnage, parce que Miller va le réinventer complètement et Fisk deviendra alors un véritable génie du crime, un homme d'affaires impitoyable et un manipulateur hors pair. Et c'est à ce moment-là qu'il va passer du simple ennemi de Spider-Man à un méchant emblématique de Daredevil. Et ce développement va bien sûr passer sur une origin story qui va devenir beaucoup plus profonde. Dans le comics iconique de Frank Miller, Daredevil Born Again, dont on parlera tout à l'heure évidemment, on découvre une partie des origines de Wilson Fisk qui seront ensuite complétées par le comics Kingpin de 2017 écrit par Matthew Rosenberg. On y découvre alors un Wilson Fisk qui grandit dans une misère et une violence totale, un enfant obèse et harcelé qui sera moqué par tous ses camarades et rejeté par sa famille. Il va ainsi développer une haine profonde pour le monde et va décider très tôt de s'imposer par la force et par sa carrure. Et pour se faire une place dans le monde impitoyable du crime, Wilson va utiliser sa violence hors du commun, une violence qu'il puise au plus profond de lui. Mais ce qui le démarquera véritablement des autres, ce n'est pas sa violence, il y a énormément de criminels qui sont violents. Ce qui le démarque réellement des autres, c'est son intelligence hors du commun, une intelligence machiavélique. Wilson Fisk a une très grande intelligence psychologique, il sait comment manipuler les autres et comment les pousser à se salir les mains à sa place. Et c'est ça qui fera de lui le baron de la pègre que l'on connaît aujourd'hui. Mais pour celui que l'on nomme dorénavant le Caïd, aucune montagne n'est trop haute, aucun sommet n'est trop ambitieux, et être le baron de la pègre de New York ne lui suffira pas. Ce que veut Wilson Fisk, c'est briller. Il veut briller plus fort que tous les autres. Et pour cela, il se hissera dans les plus hautes sphères de la société, deviendra un homme d'affaires influent, deviendra un politicien et brouillera constamment la ligne entre le crime et la légitimité. Car une des choses que redoute le plus Wilson Fisk, c'est l'opinion publique. Lui aussi veut être adulé par la foule lorsqu'il sort dans la rue. Et pour cela, il doit se montrer comme un chevalier blanc chassant les super-héros qui causent des ravages dans tout New York. Car contrairement aux vrais héros, Wilson Fisk se définit uniquement au travers du regard des autres. Lui qui a toujours été moqué pour son corps obèse, même une fois qu'il avait atteint les plus hautes sphères de la société. Mais en réalité, derrière ce corps proéminent se cache un athlète et une force physique hors du commun. Car en dernier recours, et c'est aussi ce qui fait qu'il est extrêmement dangereux, Wilson Fisk s'avère être un monstre de combat, une puissance de la nature totalement hors du commun, pouvant facilement rivaliser avec Daredevil et même avec Spider-Man. Et ainsi, si Wilson Fisk fonctionne si bien comme ennemi principal de Daredevil, c'est parce qu'il est son parfait opposé, et ce, sur tous les niveaux. Car entre les deux hommes, c'est tout d'abord un combat idéologique, la justice contre la vengeance. Car en effet, Daredevil comme le Caïd sont tous les deux nés dans la souffrance et la pauvreté. Mais là où Matt Murdock a transformé son traumatisme d'enfant en combat pour la justice, Wilson Fisk, lui, l'a transformé en soif de pouvoir et de vengeance. Là où Matt Murdock se bat pour les faibles et pour ceux qui autrefois étaient comme lui,
Wilson Fisk, lui, se bat uniquement pour lui-même et pour écraser ceux qui l'ont autrefois méprisé. Et ensuite, c'est bien sûr un combat politique, un capitalisme sauvage contre de l'humanisme social de Daredevil, car en effet, Wilson Fisk incarne bien sûr le capitalisme dans tout ce qu'il a de plus brutal. Il possède des entreprises, manipule la justice, corrompt des politiciens et peut même aller jusqu'à acheter des lois. Alors que Daredevil, lui, est l'avocat des plus démunis, défendant gratuitement ceux qui n'ont aucun moyen de se défendre. Et c'est pour cela que la guerre entre ces deux personnages est bien plus qu'un simple conflit personnel, c'est une lutte entre deux visions différentes du monde. Et cela est bien sûr renforcé et même matérialisé par leur opposition physique. Ils sont des contraires polaires. Fisk, lui, est un monstre de puissance, un monstre littéralement qui frappe extrêmement fort avec des muscles capables d'encaisser les coups les plus puissants sans broncher. Alors que Daredevil, lui, est un combattant agile, utilisant sa vitesse, sa précision et ses sens hyper développés pour compenser son manque de force brute. Et la dernière opposition que l'on peut faire entre ces personnages, c'est une opposition psychologique, le contrôle contre le chaos. Car en effet, Wilson Fisk est dans le contrôle le plus total. Son empire criminel, sa fortune, son image publique, tout est contrôlé au millimètre près. Il agit constamment dans l'ombre comme un joueur d'échecs qui anticipe chaque coup de l'adversaire. Alors que Daredevil, lui, apparaît plus comme un homme brisé, constamment tiraillé entre sa foi, sa culpabilité, son devoir de héros et ses pulsions violentes. Il incarne ainsi une vision de la justice en perpétuelle évolution qui cherche constamment à s'améliorer face aux différents défis qui s'opposent à lui. Et c'est pour ça que j'ai pas peur de le dire, dans sa construction moderne, Wilson Fisk est l'un des meilleurs méchants de Marvel et pour moi le meilleur méchant possible pour Daredevil. Et commençons cette nouvelle strate, les eaux troubles, avec un sujet que normalement vous connaissez si vous êtes un vrai fan de Daredevil, le hashtag #SaveDaredevil. Parce que oui, vous connaissez l'histoire, en 2018, l'annonce tombe, Netflix annule Daredevil après 3 saisons, et la nouvelle sera brutale, voire même incompréhensible. La série était adulée par les critiques et par les spectateurs, elle faisait des chiffres vraiment très intéressants pour Netflix, mais Disney, eux, avait un projet bien plus important, car vous le savez, mais à cette période-là, Disney préparait un gros projet de plateforme de streaming, Disney+, et voulait donc racheter toutes leurs licences, dont Daredevil, pour les rapatrier sur Disney+. Et la licence faisant donc l'objet d'une bataille juridique entre Netflix et Disney+, et bien forcément la série a été annulée. Sauf que très vite, les fans vont refuser d'accepter cette sentence. Sur Twitter, Reddit, Instagram, un cri de ralliement commence à émerger. #SaveDaredevil. Et c'est pas juste un mouvement de nostalgie, on est sur une véritable campagne, une bataille complètement organisée. Et ce n'est pas juste un simple mouvement de nostalgie, on est vraiment sur une véritable bataille, c'est une campagne organisée auquel se livrent les internautes. Une pétition sera d'ailleurs lancée et va exploser tous les compteurs, c'était du jamais vu. En seulement une semaine, elle atteignait déjà des centaines de milliers de signatures. Sauf que vous le savez, ça va pas du tout s'arrêter là. Les fans vont envoyer des lettres à Netflix, à Marvel et même à Kevin Feige directement et vont tout faire pour garder Daredevil dans l'actualité afin que la licence ne meure pas et ne sombre pas dans l'oubli. Et en 2019, tous les fans de Daredevil, bon c'est plus des fans à ce niveau-là, c'est des soldats, vont décider de frapper un grand coup en finançant un énorme panneau publicitaire sur Times Square directement. Et c'est comme ça que plusieurs immenses panneaux publicitaires de Times Square vont être réquisitionnés pour afficher des messages pro Daredevil, voilà, Daredevil must return, #SaveDaredevil, avec des images effectivement de la série. Et ça ne va pas s'arrêter là parce que c'est maintenant les acteurs qui s'en mêlent et qui vont rejoindre cette bataille. On a en effet Vincent D'Onofrio donc qui joue le Caïd et Charlie Cox qui joue donc Daredevil qui vont s'en mêler et apporter leur soutien du coup au #SaveDaredevil. Et face à la pression populaire, bon là c'est plus du soutien, c'est littéralement du harcèlement, Marvel va du coup lâcher un petit bout de terrain et va donc expliquer aux fans qu'en fait dans le contrat qu'ils ont signé avec Netflix pour récupérer la licence, eh bien il y avait une clause mise par Netflix qui disait qu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser la licence Daredevil pendant au moins 2 ans.
En gros, c'était un moyen de leur dire que de toute façon, jusqu'à 2021, il n'y aurait pas de Daredevil et que ça servait à rien de les harceler parce que juridiquement, ils ne pouvaient rien faire, même s'ils le voulaient. Mais est-ce que ça va empêcher les fans d'harceler Marvel pour avoir Daredevil? Bien sûr que non, tous les jours des centaines de tweets, de posts Insta, de messages Reddit et même des posts Facebook. Voilà, qui regarde Facebook, est-ce que c'était vraiment utile? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a marché puisqu'en 2021, tout va basculer. Charlie Cox va annoncer qu'il fera une apparition dans Spider-Man No Way Home, montrant ainsi que Daredevil était sauvé et allait apparaître officiellement dans le MCU. Et même si son apparition ne dure même pas une minute, ce sera suffisant pour faire complètement exploser la hype. Et avec ce très bon signal, Marvel va aussi faire revenir Vincent D'Onofrio, du coup le Caïd, dans la série Hawkeye, même si son apparition est un peu plus contestable, on va pas se mentir. Et la suite de l'histoire, vous la connaissez, du coup en 2022, Marvel va annoncer la série Daredevil Born Again, une saison 4 spirituelle à la série Netflix qui sera du coup la prolongation de cette même série et qui sort ce mois-ci. Est-ce qu'on n'est pas un peu surhypé? Je pense que si. Donc morale de l'histoire, harceler Marvel pour avoir quelque chose, ça marche. C'est une morale bizarre, mais c'est une morale. Bon, évidemment qu'on allait parler de Born Again. Born Again par Frank Miller, c'est le run Daredevil le plus connu, voilà. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un run qui effectivement date un peu, mais c'est le run emblématique et c'est lui qui a inspiré la saison 3 de la série Netflix. Alors l'espace d'un instant, laissez-moi vous plonger dans ce New York brumeux, sale et complètement crasseux, où tout peut basculer en un instant, et Karen Page en sera la preuve. Car autrefois secrétaire chez Nelson et Murdoch, le cabinet d'avocats de Matt Murdock, alias Daredevil, et ex-petite amie de ce dernier, Karen Page quittera New York pour poursuivre ses rêves d'actrice. Un rêve qui cependant se transformera vite en cauchemar, car après un court moment sous la chaleur des projecteurs, elle sombrera finalement dans l'héroïne, faute de trouver un nouveau rôle, se retrouvant alors à jouer dans des films pornographiques au fin fond du Mexique. Et alors littéralement au fond du trou, désespérée et à court d'argent, elle vendra l'information la plus précieuse qu'elle ait jamais eue, l'identité de Daredevil, et cette information, comme une traînée de poudre, finira entre les mains du Caïd, l'homme qui tenait New York dans le creux de sa main. Et là, tout s'écroulera pour Daredevil, car pendant 6 mois, le Caïd utilisera son influence sur la mafia et la politique pour démolir Matt Murdock, le démolir morceau par morceau, et en l'espace de seulement quelques semaines, les comptes bancaires de Matt seront gelés, son appartement sera saisi par la banque, et le lieutenant de police Nicolas Manolis, pris à la gorge par les dettes médicales de son fils, fera un faux témoignage contre Matt Murdock, expliquant qu'il payait des témoins pour gagner ses affaires. Et comme si ça ne suffisait pas, Gloria O'Brien, la petite amie de Matt Murdock, le quittera pour se rapprocher de Foggy Nelson, son meilleur ami et ancienne associée. Et ainsi, Matt Murdock venait de tout perdre, son travail, sa réputation, ses amis et sa petite amie. Tout était maintenant derrière lui. Il essaiera alors de comprendre qui était derrière ce véritable cauchemar, et découvrira alors que Manolis était manipulé par le Caïd qui lui faisait du chantage à cause de son fils malade. Et alors qu'il aurait pu enfoncer Manolis devant le tribunal pour essayer de se sortir d'affaire, Matt choisira finalement de le laisser tranquille et perdra alors définitivement son autorisation de plaider. Matt Murdock n'était plus avocat, et comme si ça ne suffisait pas, lorsqu'il rentrera chez lui, il découvrira son appartement réduit en cendres, et Matt Murdock comprit alors qu'il n'était plus non plus Daredevil. Matt deviendra alors un fantôme paranoïaque et agressif, errant sans abri dans les ruelles de Hell's Kitchen, traqué par les hommes du Caïd qui savouraient alors sa descente aux enfers. Mais Matt refusera de se laisser briser si facilement, et aveuglé par la rage et la vengeance, il se rendra au bureau du Caïd et le combat sera brutal. Mais le Caïd savait que Matt Murdock viendrait l'affronter et il s'était alors préparé physiquement. Et malgré un combat d'une brutalité inouïe, Matt Murdock finit pulvérisé, réduit à un corps sans vie. Et alors, pour maquiller le meurtre et que tout semble naturel, le Caïd le fit jeter dans un taxi volé, immergé de whisky, puis poussé dans l'East River, afin que définitivement on n'entende plus jamais parler du diable de Hell's Kitchen. Mais Daredevil,
ne meurt pas si facilement. Et Matt reprendra conscience au dernier moment, s'extirpant in extremis du taxi. Et malgré ses blessures, il réussira à errer jusqu'à la salle de sport où son père s'entraînait autrefois. Et ce sera finalement le destin qui viendra au secours de Daredevil, car il sera retrouvé par Maggie, sa propre mère, qui entre-temps était devenue une religieuse depuis des décennies. Elle soignera alors son corps, mais pour son esprit, la bataille était loin d'être terminée. Et pendant ce temps, Ben Ulrich, journaliste au Daily Bugle, traquera la vérité. Il découvrira alors le terrible piège du caïd grâce aux aveux de l'inspecteur Manolis, qui finira d'ailleurs par payer ce courage incroyable de sa propre vie. Et Ben Ulrich comprendra alors qu'il ne pouvait pas rester silencieux, il devait exposer la vérité, peu importe le prix à payer. Mais face à ces révélations, le caïd comprendra alors que Daredevil était toujours en vie et mettra à exécution son ultime plan. Un imposteur. Le caïd utilisa le costume de Daredevil pour créer un imposteur et retourner l'opinion publique contre le diable de Hell's Kitchen. Mais Matt Murdock, qui commençait alors à retrouver des forces, quitta le couvent de sa mère pour mener cette ultime bataille. Et ainsi, l'affrontement entre Matt Murdock et l'imposteur de Daredevil fut terrible. Ils se rendaient coup pour coup et le combat redoubla alors de violence. Mais finalement, Matt Murdock, en voyant Karen Page qui était rentrée à New York se faire tirer dessus, développa une rage incroyable et réussit à vaincre l'imposteur pour protéger Karen. Et bien sûr, Matt ayant compris que c'était Karen qui était à l'origine de la destruction de toute sa vie, il décida enfin de lui pardonner. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça qu'on écrit un des plus grands runs sur Daredevil. Franchement, j'ai zappé plein de détails. Si vous voulez le lire, allez-y, vous découvrirez plein de nouvelles choses. En plus, il y a toute une suite avec Nuke qui est un super soldat. Il y a Captain America qui va venir aider Daredevil. C'est vraiment génial, donc allez-y les yeux fermés. Ah, et en voilà un run qui est vachement moins bien, Devil's Reign. Alors bon, c'est personnel, hein. Moi j'ai moins aimé ce run, surtout parce qu'il coupait le run de Zdarsky que je trouvais excellent, même si c'est plutôt ok tiers, on va pas se mentir. Surtout qu'apparemment il y a des éléments de ce run qui sont adaptés dans la série, donc je vous en parle maintenant. Voilà, il y aura peut-être des légers spoils, enfin je vais vous spoiler le run, hein, parce que je vais vous l'expliquer, mais honnêtement, vous perdez pas grand chose non plus, on va pas se mentir. Parce que oui, du coup, à la fin du run de Zdarsky, le caïd a enfin réussi à devenir le maire de New York et n'a donc plus besoin d'agir dans l'ombre pour contrôler New York. Et évidemment, plus besoin pour lui de corrompre les juges, de soudoyer les policiers ou encore de manipuler les médias. Cette fois, il est la loi. Et avec cette loi, il va accomplir ce qu'il n'a jamais réussi à faire en tant que criminel, anéantir les héros. Et d'un seul décret, il va donc interdire dans tout New York les super-héros. Daredevil, Spider-Man, Luke Cage et même les 4 Fantastiques seront donc des criminels traqués, des hors-la-loi cernés de toutes parts par les forces de l'ordre. Et justement, afin de capturer tous ces super-héros hors la loi, le caïd va lâcher dans les rues ses chiens de guerre, les Thunderbolts, qui prendront alors rapidement le contrôle des rues. Et ainsi des personnes totalement saines et dignes de confiance, comme par exemple US Agent, Taskmaster, Crossbone ou encore Shocker, auront désormais l'autorisation légale de chasser et de capturer les super-héros. Parce que, en effet, cette fois, ce n'est pas une question de politique ou de contrôle de New York. En effet, cette fois, c'est personnel. Car Fisk sait qu'il a oublié quelque chose. Une vérité essentielle lui a été volée à l'intérieur même de sa psyché. Et oui, mon vieux Fisk, c'est ce qu'on appelle la magie de la continuité rétroactive. Tu as été retcon, ça arrive, c'est pas grave. Car en effet, il sent au plus profond de lui ce vide dans son esprit, comme un trou béant qui le ronge de l'intérieur. Car la vérité, c'est qu'autrefois, il connaissait l'identité de Daredevil, il l'avait eu entre ses mains et l'avait utilisé pour le détruire. Mais aujourd'hui, tout avait disparu, il avait comme oublié. Et maintenant, il en était persuadé. Quelqu'un ou quelque chose lui avait arraché cette connaissance, lui avait volé son plus grand triomphe, et cela le rendait totalement fou, et c'est pourquoi il voulait se venger sur l'ensemble des super-héros. Sauf que pour rappel dans ce run, Matt Murdock, Daredevil, n'est plus sûr d'être un super-héros, il a abandonné son combat. Mais en voyant l'immense montée en puissance de Wilson Fisk et l'interdiction de tous les super-héros, c'en est trop pour Matt Murdock, qui décidera de faire une exception et pour une fois de réenfiler son costume.
et à ses côtés, Elektra viendra l'aider, elle qui est la nouvelle Daredevil, et ensemble, ils trouveront de nouveaux alliés comme Iron Man, Captain America, Luke Cage, les 4 Fantastiques, Spider-Man ou encore Jessica Jones, tant de héros qui savent que Wilson Fisk ne s'arrêtera pas là. Et New York devient alors le théâtre d'un affrontement incroyable, un véritable champ de bataille, les Thunderbolts contre les justiciers. Et pour le coup, on peut dire ce qu'on veut sur la qualité du run, mais j'avoue que c'est un très joyeux bordel et que quelque part ça fait quand même très plaisir. Et cet affrontement incroyable dans les rues de New York finira par se conclure par l'affrontement final, le duel au sommet entre Daredevil et le Caïd. Et cette fois, pas question de rédemption ou d'idéaux, cette fois, juste on se casse la gueule. Y a plus maintenant, c'est vas-y, juste on se tape dessus, on a marre là. Car là, on n'est pas là pour la justice, on n'est pas là pour l'honneur, on est là que pour la bagarre. On veut du sang, on veut que ça se casse la gueule en fait. Et alors, au terme d'un affrontement à la brutalité encore inégalée, Daredevil finira par se dresser vainqueur. Il avait vaincu Wilson Fisk et avait mis fin à son règne de terreur. Et alors qu'il allait lui porter le coup fatal, Elektra s'interposa et lui fit comprendre que ce n'était pas la voie qu'il voulait choisir. Et Daredevil renonça alors à sa vengeance personnelle et reprit alors son rôle de héros. Car aujourd'hui, c'était les héros qui avaient gagné, le bien avait triomphé, et aujourd'hui, Daredevil avait tenu sa promesse. Bon, j'avoue, la conclusion elle est plutôt sympa, mais pitié, n'adaptez pas ça, ça va être un bordel sans nom. Littéralement Secret Wars à l'intérieur de New York, arrêtez, il y a Agony, qu'est-ce qu'elle fait là, putain, c'est perdu. Et oui, on va parler un peu de Muse parce qu'on le voit dans le trailer de Born Again, donc je vais vous raconter l'histoire rapidement de ce personnage. On va faire très simple parce que la vidéo va déjà durer 1000 ans, donc on va essayer d'accélérer le rythme un tout petit peu. Parce qu'en plus de ça, on est dans le run du coup de Charles Soule dans le Daredevil numéro 11 sorti en 2016, et c'est pas un run que j'apprécie spécialement, même si le run de Charles Soule, comme je vous l'ai dit, est quand même très coté. Et justement, un des très gros points positifs de ce run, selon moi, c'est la présence de Muse, qui est un personnage vraiment très énigmatique, car même encore aujourd'hui, son identité secrète est inconnue. Aucun passé, aucune source fiable n'est documentée sur ce personnage. C'est un mystère total. Un mystère total, mais un psychopathe absolu. Car Muse ne tue pas pour l'argent, ni même pour le pouvoir. Il tue pour l'art. Et alors vous me direz, qu'est-ce que c'est son art ? Eh bien c'est des fresques géantes peintes avec le sang de ses victimes. J'adore ce personnage. Et justement, quand Daredevil va découvrir ces toiles, si on peut appeler ça comme ça, il va comprendre immédiatement qu'il y a un gros problème et qu'il a affaire à un énorme détraqué. Et quand viendra l'heure de l'affrontement entre Daredevil et Muse, Matt Murdock sera totalement dérouté. D'une part, bien sûr, par l'aspect psychologique du combat, car il fait face à un ennemi qui n'a ni remords et ni logique, il tue seulement pour tuer. Et ça, Matt Murdock ne peut pas le comprendre. Sauf qu'en plus de ça, Matt sera aussi dérouté, car Muse ne ressent pas la peur. Il rit face à la mort et considère Daredevil comme un spectateur de ses œuvres d'art. Mais surtout, le vrai problème que va rencontrer Daredevil, c'est que Muse est bouillant en combat. Il sait juste trop bien se battre, capable de rivaliser avec Daredevil, qui, vous le verrez plus tard, est un des meilleurs combattants de l'univers Marvel. Donc la théorie principale, c'est qu'il ait quand même des pouvoirs afin de rivaliser avec Daredevil. Il serait potentiellement un ov humain, c'est-à-dire un croisement entre un inhumain et un humain normal. Car en effet, en plus de sa force et de sa vitesse totalement aberrante pour un humain, Muse semble avoir un don d'imperceptibilité. Car en effet, vous le savez, mais Daredevil peut détecter n'importe quel humain avec son sens radar. Mais Muse passe totalement au travers, comme s'il arrivait à absorber, un peu à la manière d'un vortex, toutes les informations sensorielles qui émanaient de lui, le rendant ainsi totalement invisible au radar de Daredevil. Bon, bien sûr, évidemment, vous en doutez, mais Daredevil arrivera quand même à l'arrêter et à le mettre dans la prison du Raft. Mais le personnage de Muse reste une énigme à part entière, et c'est pour ça que moi personnellement je suis très hypé pour le voir dans la série. Vraiment j'ai hâte de voir, en plus son design il est vraiment plutôt réussi je trouve, donc hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ce personnage. Bon, ça aussi c'est un classique, hein, j'étais obligé de le mettre dans l'iceberg, car la mort d'Elektra est véritablement l'événement le plus marquant, toute histoire de Daredevil confondue.
Et encore une fois, on doit cette histoire de génie à l'incroyable Frank Miller dans le Daredevil numéro 181 paru en 1982. Et bien sûr, je vais pas vous refaire toute l'histoire parce que ça vous la connaissez en long, en large et en travers, mais Bullseye, quand il sortira de prison, il voudra prouver que c'est lui le seul véritable assassin du caïd et décidera donc de tuer Elektra pour effacer entre guillemets la concurrence. Et bien sûr, la suite vous la connaissez, hein, il se dissimulera dans l'ombre et prendra Elektra à revers, ce qui engagera un combat totalement déséquilibré en sa faveur. Et même si Elektra arrivera extrêmement bien à se défendre en étant une des meilleures combattantes aussi de l'univers Marvel, malheureusement pour elle, le combat aura une fin tragique. Et Bullseye mettra alors fin au combat en empalant Elektra avec son propre saille. Et cette scène, particulièrement à l'époque, en 1982 je vous le rappelle, a particulièrement choqué. Elle est particulièrement graphique, on voit le saille transpercer totalement Elektra, et les gens à l'époque étaient complètement choqués, surtout de tuer un personnage aussi important que les gens avaient commencé par détester, mais au fil du temps, ils s'y étaient profondément attachés. Et bien sûr, vous le savez, on va pas épiloguer dessus pendant 1000 ans, mais la mort de Elektra aura d'énormes conséquences, notamment sur la psyché de Matt Murdock, qui fera du coup que ce personnage deviendra beaucoup plus acerbe et beaucoup plus cynique qu'avant. Ce qui d'ailleurs contribuera au renouvellement du personnage, qui en fera d'ailleurs un des personnages Marvel les plus aimés, alors qu'à l'époque c'était un personnage totalement oublié. Car oui, Daredevil c'est un personnage qui a bien marché quand il est sorti, mais ensuite il a connu une longue période de flop, et c'est justement le run de Frank Miller qui le fera à nouveau rentrer dans la légende. Et pour cette dernière entrée de cette strate des eaux troubles, on va parler du surnom de Daredevil, The Man Without Fear, l'homme sans peur. Et pourquoi on l'appelle l'homme sans peur? Il y a plusieurs explications, mais une des explications les plus simples, c'est qu'il n'a peur de personne. Voilà, Daredevil sans bat les couilles, mais d'une puissance vous n'imaginez même pas. Donc là je vais vous proposer un petit top finalement des héros et des vilains finalement plutôt qu'il a déjà battu, et vous allez voir qu'il mérite largement ce surnom. Car en effet, hein, je vous fais la liste en vrac, mais Daredevil a déjà battu Electro. Bon voilà, pourquoi pas, comment? Me posez pas la question, c'est des comics évidemment, c'est littéralement dans le Daredevil numéro 2, donc on est tard les années 60, c'était un peu le bordel, mais ça compte quand même, parce que tout est canon chez Marvel. On verra aussi notamment dans le run de Chip Zdarsky que Daredevil, qui est d'ailleurs torse nu et en basket, réussira à battre le Rhino, voilà, alors que Spider-Man galère contre lui alors qu'il a des pouvoirs, lui Daredevil avec 2 matraques, il te plaque le Rhino au sol, il lui fait un German suplex, c'est magnifique. On a aussi un exemple que j'aime beaucoup, c'est le Fantastic Four numéro 73 du coup du run original, où Daredevil va juste se taper contre la torche humaine et va gagner. Alors pareil, me demandez pas comment, il y a un mec immortel qui fait du feu, lui il met un coup de matraque, ça marche, bon écoutez, pourquoi pas. En termes de super-héros, on s'y attend peut-être pas, mais Daredevil a aussi battu Spider-Man, voilà. Bon évidemment c'est pas un combat à mort non plus, mais Spider-Man est quand même vachement plus puissant théoriquement, et Daredevil, hein, grâce à son QI supérieur finalement, alors que Spider-Man est très intelligent aussi, il a réussi à le prendre par surprise et à l'entoiler dans ses propres toiles. Écoutez, c'est une strat qui fonctionne visiblement. On aura aussi un autre exemple, hein, lorsque Spider-Man portera son costume symbiotique noir qui le rend vachement plus aigri et vachement plus méchant, et bien Daredevil viendra l'arrêter en lui mettant des grosses patates dans la tronche, c'est ce que fait tout bon ami finalement. Ce qui d'ailleurs constitue une prouesse complètement aberrante, puisqu'avec son costume symbiotique, en plus d'être plus fort, eh bien Spider-Man n'a plus de limite morale et n'a donc aucune pitié à taper sur un ennemi, alors que Daredevil si, et il gagne quand même, ce qui est très bizarre. Bon après je vais pas tous vous les faire, il s'est déjà battu contre Mysterio, contre plein d'autres méchants de chez Spider-Man. Il a aussi battu Typhoid Mary qui a des pouvoirs complètement aberrants et qui d'habitude se bat contre Deadpool, pour vous donner une ordre d'idée de l'échelle de puissance qui est complètement biaisée sur ce point là. Mais le truc qui va le plus vous choquer je pense, c'est que Daredevil s'est déjà battu et a entre guillemets gagné le Docteur Doom. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information, c'est le Daredevil numéro 38 du run de 64. En gros, il va être enfermé par Dr Doom dans une espèce de prison vivante et va réussir à s'en sortir en mettant au passage quelques coups à Dr Doom. Ça n'a absolument aucun sens, c'est les années 60 comme d'habitude. Donc voilà, en termes de feat, on est quand même pas mal et je pense qu'il mérite largement son titre d'homme sans peur. Et pour ce premier sujet des eaux profondes, on va parler d'un des ennemis les plus emblématiques de Daredevil, non pas le Caïd, mais bien Bullseye, un véritable psychopathe dont les origines seront restées pendant longtemps un mystère pour tout le monde. Car à la manière du Joker, pendant longtemps, personne ne savait vraiment qui était Bullseye, quel était son passé et d'où venait ce monstre qui était devenu au fil des années un véritable tueur en série.
Mais heureusement pour nous sort en 2004 le comics Bullseye's Greatest East avec l'incroyable Steve Dillon au dessin qui va donc nous en raconter un peu plus sur le passé mystérieux de Bullseye. Et tout commencera alors dans une prison de haute sécurité où deux gardiens rencontreront le terrible Bullseye. Il racontera notamment qu'il a grandi dans le quartier du Queens avec son frère, mais que leur père était alcoolique et extrêmement violent. Et cette violence extrême et quotidienne va créer un véritable traumatisme chez les deux jeunes enfants. Mais un jour, alors qu'ils étaient à table, son frère lui expliqua qu'il voulait maintenant tuer leur père. Et Bullseye répondit alors que lui aussi. Et son frère le prévint alors de ne pas rentrer à la maison le jour suivant. Sauf que Bullseye ne l'écouta pas, et lorsqu'il rentra chez lui le jour suivant, leur immeuble était totalement incendié. Et le jeune Bullseye regarda donc en direction de leur appartement et aperçut son frère en train de sortir des flammes, mais ce dernier lui expliqua alors que leur mère était morte. Et alors que son frère tentait de s'échapper des flammes pour lui expliquer ce qui s'était réellement passé, la main de son père surgit et le ramena dans les flammes. Et Bullseye fut alors contraint de regarder son frère brûler dans les flammes, retenu par la main terrible de leur paternel. Et ainsi, traumatisé par cet événement, le jeune Bullseye grandit de manière totalement instable, mais ses pulsions meurtrières se réveillèrent bien plus tard, car en effet, grâce à ses capacités physiques exceptionnelles, une magnifique carrière de baseball l'attendait. Et un jour, alors qu'il participait à un match extrêmement important, il fit un constat terrible. Il s'ennuyait, la flamme qui l'animait autrefois était en train de vaciller, et plus rien ne l'intéressait vraiment. Et alors qu'il s'apprêtait à lancer la balle, il fit finalement machine arrière et expliqua à son coach qu'il voulait sortir du terrain. Mais ce dernier lui demanda simplement de jeter une dernière balle afin de gagner le match et ensuite il le laisserait tranquille. Et alors, à contre-cœur, Bullseye accepta de se replacer sur le terrain pour lancer cette dernière balle. Et après un long moment d'hésitation, il se mit enfin de nouveau à sourire. Il avait décidé de faire quelque chose qui l'amuserait à nouveau. Alors, il prit son meilleur élan, fit son meilleur lancer, et la balle fusa à toute vitesse dans les airs. Mais sous le regard horrifié de la foule, la balle finit sa course dans le crâne du batteur adverse, le tuant ainsi sur le coup. Et dorénavant, il en était sûr, il avait trouvé ce qui le faisait vibrer, les meurtres. Et maintenant, il ne répondrait plus que sous le nom de Bullseye, l'homme qui ne manquait jamais sa cible. Dans la nuit froide de New York, les sirènes de la prison du Raft s'animèrent, car un détenu de la plus haute sécurité était en train de s'échapper. Cet homme n'était autre que Bullseye, le terrible tueur en série qui avait fait des ravages dans la ville de New York. Et aujourd'hui, il était de nouveau libre et revenait hanter les ruelles de Hell's Kitchen. Mais lorsqu'il retourna dans le quartier qu'il avait vu grandir, il fut sous le choc, car à la place de Hell's Kitchen se tenait maintenant une forteresse sinistre, un bastion de ténèbres nommé Shadowland. Et Daredevil en était dorénavant le seigneur. Car voilà, Daredevil avait succombé aux sirènes de la main, et leur grand sorcier avait fait de lui un roi démon, régnant en maître sur le bastion de ténèbres qu'était Shadowland. Mais Bullseye n'était pas le genre d'ennemi qui reculerait face à la peur, et alors il engagea le combat face à la version la plus sombre de Daredevil. Un combat qu'il allait regretter amèrement, car au fur et à mesure de cette terrible bataille, Bullseye commença à perdre l'avantage, et Daredevil profita d'un instant de faiblesse pour l'assommer. Et alors, face à cette version sans retenue de Daredevil, Bullseye tenta de fuir, mais le diable de Hell's Kitchen lui cassa le bras et lui déboîta l'épaule. Et c'est à cet instant que Bullseye comprit le destin qui l'attendait. Il supplia Daredevil, mais son destin était scellé. Et alors, sous le regard terrifié de Luke Cage et Iron Fist, Daredevil empala Bullseye, mettant ainsi fin à ses jours définitivement. Daredevil avait franchi le point de non-retour, il était devenu le diable de Hell's Kitchen, celui qui ferait régner l'enfer
sur Shadowland. Et ainsi, face à la terrible menace que représentait Daredevil, tous les héros de New York durent alors s'allier contre lui. Les Defenders, dont Iron Fist, Luke Cage, Shang-Chi et même Moon Knight décidèrent de s'allier et furent rapidement rejoints par White Tiger, Spider-Man, le Punisher, Moon Knight et même le Ghost Rider. Car Daredevil, même s'il acceptait encore de parler à ses anciens alliés, avait franchi un point de non-retour et avait fait de Shadowland un véritable bastion de prisonniers où on y torturait tous les criminels de New York. Mais alors que tous les héros de New York, menés par Spider-Man et Iron Fist, essayaient de lui faire entendre raison, le Ghost Rider entra en scène et déclencha alors une immense bataille entre Daredevil et son armée et tout le reste des super-héros. Et cette bataille fut extrêmement violente, et malgré les pouvoirs incroyables de Iron Fist ou encore Shang-Chi, et même les pouvoirs d'araignée de Spider-Man, il n'était pas de taille à affronter le nouveau diable de Hell's Kitchen, qui de plus était appuyé par une armée de ninjas sanguinaires. Et Daredevil réussit à lui seul à vaincre Shang-Chi et Iron Fist, et les héros n'eurent alors d'autre choix que de se rendre et de battre en retraite. Mais tout espoir n'était pas encore perdu, car cette maigre alliance de héros fut rejointe par un homme qui n'avait pas peur de tuer, le Punisher. Mais les héros de New York purent aussi compter sur l'aide de l'incroyable Wolverine et de Elektra qui venaient de trahir Daredevil. Mais quand l'ultime bataille démarra, malgré la puissance incroyable de Wolverine et ses griffes en adamantium, cela n'était toujours pas assez. Et Daredevil réussit à se retirer les griffes de Wolverine et à l'envoyer au tapis avec une facilité déconcertante. Et au cours de la bataille, les héros comprirent alors qu'il était trop tard. Daredevil avait disparu. Il n'y avait désormais plus qu'une entité démoniaque nommée la Bête. Et même la puissance incroyable du Ghost Rider, pourtant spécialiste des démons, ne servit à rien, car Daredevil, ou plutôt la Bête, rigolait face aux attaques pourtant impitoyables du Ghost Rider. Et Daredevil utilisa même sa nouvelle puissance démoniaque pour aspirer l'âme enflammée du Ghost Rider, ne le laissant qu'à l'état d'un squelette fumant. Et les héros, totalement désespérés, durent alors recourir à un plan totalement immoral. Ils traînèrent de force Foggy Nelson, le meilleur ami de Daredevil, au cœur même de la bataille la plus dangereuse de New York. Et Daredevil, alors déconcentré par la présence de son meilleur ami, fut surpris par un coup de Iron Fist qui canalisa toute sa puissance pour tenter de vaincre le démon de Hell's Kitchen. Mais cela, bien sûr, ne suffit pas, et malgré la puissance incroyable de Iron Fist, Daredevil résistait à toutes ses attaques. Mais cependant, ce simple moment d'hésitation, ce simple moment de faiblesse permit à Elektra d'entrer en scène. Elle posa alors doucement ses mains sur le diable de Hell's Kitchen et ne tenta pas de parler à Daredevil, mais tenta de communiquer avec Matt Murdock, avec l'enfant qui sommeillait au plus profond de la Bête. Et ainsi, au plus profond même de la psyché de Matt Murdock, Elektra apparut et donna un sabre à Matthew afin que ce dernier mette fin définitivement à la menace que lui-même représentait. Et ainsi, contre toute attente, ce fut Daredevil lui-même qui mit fin au terrible règne du Shadowland. Et pour ce prochain sujet, on va parler d'une anecdote qui est pas très connue alors que pourtant elle est absolument incroyable parce que oui, les Tortues Ninja sont dans le même univers que Daredevil. Alors bon, non, évidemment, c'est pas pareil exactement, mais vous allez voir qu'il y a énormément de références, et pour cause, les créateurs des Tortues Ninja étaient des énormes fans de Daredevil, et se sont donc inspirés des origines de Daredevil pour créer leur Tortue Ninja. Mais je sens que vous êtes évidemment un petit peu sceptique, alors je vais vous inviter à regarder la première page du coup de l'origin story des Tortues Ninja, où on y voit du coup un jeune homme qui va sauver un aveugle d'un accident de voiture puisqu'un camion lui fonce dessus. Il va être sauvé par ce jeune homme et du coup la boîte de mutagène qui contient donc le mutagène radioactif qui va transformer les simples tortues en tortues ninja va se renverser sur un jeune garçon
Et le comics nous dit même que ça va le frapper près des yeux, mais du coup réfléchissez bien, est-ce qu'un jeune garçon qui sauve un aveugle d'un accident de voiture et qui se fait frapper par une substance radioactive au niveau des yeux, ça vous rappelle rien? Eh bien si, car c'est exactement trait pour trait l'origine de Daredevil évidemment. Mais cette référence plus qu'appuyée évidemment, puisque c'est trait pour trait la même chose, est totalement justifiée et c'est normal puisque Kevin Eastman et Peter Laird, les créateurs des Tortues Ninja, étaient des énormes fans de Frank Miller, en particulier son passage remarqué sur Daredevil. Et bien sûr, les similitudes ne vont donc pas s'arrêter là, parce qu'ils se sont dit, quitte à faire pareil, on va tout refaire pareil, car vous le savez, Daredevil affronte un clan de ninjas appelé la main, et les Tortues Ninja affrontent elles un clan de ninjas appelé le pied, oui évidemment. Et en effet, autre similitude, c'est leur maître, car évidemment ils sont tous les deux entraînés par un maître qui est un peu reclus de la société, etc. Parce que d'un côté on a Stick pour Daredevil et de l'autre on a Splinter pour les Tortues Ninja. Bon déjà il y a le jeu de mots pas très subtil qui fait le lien entre Stick et Splinter, parce que Splinter en anglais ça veut dire écharde, donc une écharde de bois, et Stick ça veut littéralement dire un bâton, donc voilà on voit le lien tout de suite. Et ce qui est vraiment trop cool, c'est de voir que les Tortues Ninja n'ont bien sûr pas oublié leurs racines, du fait qu'elles étaient un hommage à Frank Miller, puisque encore sur des runs actuels, notamment sur le Last Ronin qui est sorti il y a quelques années, eh bien il y a encore et toujours des covers en hommage à Frank Miller, et ça évidemment ça fait très plaisir. Donc voilà, petite anecdote assez méconnue en France, c'est pour faire la transition entre des sujets plus sérieux évidemment, mais on attend en tout cas encore le crossover officiel entre Daredevil et Tortues Ninja qui n'est toujours pas arrivé. Qu'est-ce que fait Marvel? Je ne sais pas, Tortue Ninja a déjà fait les crossovers avec Batman et avec Naruto, alors pourquoi pas avec Daredevil? C'est quand vous voulez. Bon, pour cette dernière entrée des eaux profondes de l'iceberg de Daredevil, j'ai envie de vous parler de mon run préféré, tout run confondu sur Daredevil. On va donc parler de l'incroyable run de Brian Michael Bendis et de Alex Maleev, End of Day. Ils dirent que le combat lui-même avait duré plus d'1 heure et 40 minutes. Car au beau milieu des rues de New York et sous les flashs incessants des photographes, s'était tenu le combat du siècle, Bullseye contre Daredevil, l'ultime affrontement entre deux ennemis jurés. Mais au terme de ce combat tragique, Daredevil avait perdu. Et alors que Bullseye s'apprêtait à lui porter le coup final, Daredevil savait qu'il était perdu, il voyait la mort en face de lui et prononça alors un mot mystérieux, Mapone. Et Bullseye, bien sûr, n'avait que faire de la signification de ce mot mystérieux et décida alors de porter le coup fatal à Daredevil. Et après tout le bien qu'avait fait Matt Murdock à ces gens, après toutes les vies qu'il avait sauvées, après tout ce qu'il avait donné de lui-même à cette ville, c'était pour lui la fin de ses jours. Et Hell's Kitchen se tenut alors là, immobile, sans rien faire, le regardant mourir. Mais la vérité, c'est que Daredevil, des années même avant sa mort, avait déjà sombré dans l'obscurité. Car en effet, les habitants de Hell's Kitchen ne pouvaient pas oublier ce que le diable avait fait à Wilson Fisk, l'ancien caïd du crime qui, après un accord avec le gouvernement, était revenu vivre à New York. Mais Matt Murdock, ne supportant pas cet affront, avait confronté le caïd à l'intérieur même d'un restaurant surpeuplé. Et alors, un combat terrible avait débuté entre les deux hommes, et Daredevil, dans un excès de rage incontrôlable, avait tué le caïd, sous les yeux complètement horrifiés de tous les passants aux alentours. Et bien que Daredevil expliqua qu'il n'avait pas d'autre option que de tuer le caïd à ce moment-là, la vérité, c'est que Daredevil était mort avec Wilson Fisk, ne laissant derrière lui qu'un homme brisé. Mais alors que tous avaient perdu espoir en Daredevil, alors que tous lui avaient tourné le dos, après sa mort, un homme cependant tenta de croire en lui et de découvrir la vérité sur celui qui avait été Daredevil.
Et cet homme n'était autre que le reporter Ben Ulrich, qui commença alors son enquête en cherchant une certaine Natasha Romanova, l'ancienne espionne devenue Avengers, connue sous le nom de Black Widow. Et sa terrible enquête le mena dans un bar, que Black Widow avait l'habitude de fréquenter à l'époque. Mais il ne trouva là-bas que des murmures et des regards fuyants. Il décida alors de partir et dans la ruelle derrière le bar, il rencontra Nick Fury qui l'attendait dans l'ombre et le super espion lui révéla alors une terrible vérité. Natasha était morte il y a des années et quand Ulrich mentionna le mot mystérieux Mapone, Nick Fury prétendit ne rien savoir et disparut alors comme un fantôme, ne laissant derrière lui qu'un frisson glacial. Et quelques jours plus tard, Ben Ulrich décida de se rendre aux funérailles de Matt Murdock et aperçut une voiture qui quittait la cérémonie précipitamment. Il décida donc de suivre cette mystérieuse voiture. Et la mystérieuse voiture s'arrêta alors près d'un terrain de foot et Ben Ulrich décida donc d'en confronter sa conductrice qui n'était autre que Elektra Nachos, l'ancienne amante de Matt Murdock et ex-assassin tentant de mener maintenant une vie normale avec son fils, l'enfant de Matt Murdock. Mais Ben Ulrich, fidèle à sa mission de vérité, tenta de garder son calme et demanda à Elektra ce que signifiait Mapone. Mais le regard de cette dernière se durcit et elle prétendit ignorer la signification de ce mot, mais menaça de mort Ben Ulrich s'il revenait encore une fois la tourmenter. Mais Ben Ulrich n'abandonna pas sa mission, il partit à la recherche d'anciens alliés et ennemis de Daredevil. Il demanda notamment à Mary Walker, l'ancienne ennemie de Daredevil connue sous le nom de Typhoid Mary, ce que signifiait le mot Mapone, mais elle aussi ne put pas l'aider. De même pour Maya Lopez, l'ancienne héroïne connue sous le nom de Echo, devenue alors professeure d'université. Mais elle aussi nia connaître la vérité. Mais Ben Ulrich n'était pas au bout de ses surprises, car peu après sa rencontre avec Maya Lopez, il apprit que le célèbre meurtrier connu sous le nom de Bullseye était mort. Et quand il se rendit sur la scène de crime, ce qu'il y découvra lui glaça le sang, car en effet, au-dessus du cadavre de Bullseye était marqué en lettres de sang le mot Mapone. Et en inspectant plus en détail la scène de crime, Ben Ulrich comprit la vérité. Bullseye s'était en fait suicidé en manipulant une balle pour qu'elle fasse des ricochets et qu'elle termine au milieu de son crâne. Un dernier acte de folie par un être qui lui aussi était consumé par le même secret qui hantait Daredevil. Et alors, Ben Ulrich, pour démêler la vérité dans ce labyrinthe de mensonges, décida de faire un choix audacieux. Il alla rencontrer Frank Castle, le Punisher, qui avait cependant sombré dans une folie profonde et qui maintenant était emprisonné à Rikers Island. Et Frank Castle révéla que Mapone représentait un secret que Matt Murdock détenait sur Bullseye, mais refusa d'en dire plus avant de s'évader de sa cellule, semant alors le chaos partout autour de lui. Mais pas plus avancé, Ben Ulrich décida de continuer son enquête ailleurs. Il se dirigea alors vers l'hôpital pour interroger le super vilain Bushwalker qui était alors à l'agonie. Mais Boulette, un autre super vilain, surgit dans l'hôpital prêt à finir le travail. Et dans leur bataille meurtrière, Boulette jeta Ulrich par la fenêtre. Et alors qu'une mort inévitable semblait l'attendre au bout de sa chute, une silhouette mystérieuse surgit de nulle part. Une silhouette qui portait le costume de Daredevil, et ce mystérieux personnage sauva alors Ben Ulrich avant de disparaître. Et à son réveil à l'hôpital, Ben Ulrich découvrit à son chevet Tim, son fils adoptif, qui était venu le soutenir dans cette épreuve. Il se souvint alors de la nuit où Daredevil lui avait confié cet enfant, orphelin après avoir été contraint de tuer son propre père pour sauver Matt Murdock. Et ce souvenir douloureux lui confirma que Daredevil n'était pas seulement un héros, mais aussi un homme brisé qui tentait de faire le bien à travers les ténèbres. Et après une période de convalescence, Ben Ulrich put enfin reprendre son enquête et décida cette fois de s'engager dans un chemin très sombre.
il décida d'explorer un temple de la main, les ennemis jurés de Daredevil, qui était une secte de ninjas impitoyables. Mais bien sûr, au moment où il pénétra dans leur base secrète, il se fit instantanément repérer et des ninjas meurtriers tentèrent de l'assassiner. Et ce fut alors encore une fois le nouveau Daredevil qui vint lui porter secours. Mais malgré l'aide du Punisher, cela ne suffit pas, les ninjas étaient beaucoup trop nombreux et commencèrent à tirer une pluie de flèches sur Daredevil ainsi que Ben Ulrich. Et le mystérieux imposteur de Daredevil, après avoir vaincu tous les ninjas, se rendit compte que Ben Ulrich avait été mortellement touché par une des flèches de la main. Et à ce moment-là, Daredevil choisit de retirer son masque et révéla ainsi une vérité terrifiante. Il s'agissait en réalité de Tim, le fils adoptif de Ben Ulrich, et c'est alors que la terrible vérité éclata. Matt Murdock, le premier Daredevil, avait formé Tim pour lui succéder, lui enseignant ses techniques de combat et ses valeurs. Et avant de mourir, il lui avait confié que l'esprit de Stick, son propre mentor, reviendrait pour le guider. Et peu après les funérailles de Ben Ulrich, Tim décida de rejoindre le Punisher pour lui demander enfin ce que voulait dire le mot Mapone. Et le Punisher lui expliqua alors que Mapone était le rappel de la culpabilité de Matt Murdock, un fardeau qui l'avait poussé à sa fin, mais il resta cependant mystérieux sur la nature véritable de ce fardeau. Et Tim demanda alors au Punisher s'il était la réincarnation de Stick, mais le Punisher le regarda avec ses yeux sombres et lui murmura qu'il l'abattrait s'il venait à s'égarer. Et peu après, dans le fameux bar où aimait se rendre Black Widow, Tim rencontra Nick Fury, qui lui proposa alors de découvrir toute la vérité. Il lui tendit un dossier avec marqué dessus « Mapone ». Mais Tim comprit que ce dossier représentait le plus gros fardeau de son père et décida alors d'ignorer la vérité et jeta le dossier dans les flammes. Mais totalement perdu et absolument pas sûr du choix qu'il venait de faire, Tim décida de retourner dans le bar, mais ses réflexions furent interrompues par une bagarre. Une bagarre entre des truands et une jeune femme rousse qui enleva ses lunettes et se révéla être aveugle. Elle expliqua que la cécité, le fait d'être aveugle, était le seul cadeau que lui avait laissé son père. Et avec l'aide de Tim, qui enfila son masque de Daredevil, ils réglèrent leur compte facilement aux truands. Et ainsi, la jeune femme lui révéla son nom, Mapone Romanova, mais elle lui avoua qu'elle préférait largement qu'on l'appelle Stick. Et ainsi, dans la dernière page du comics, on voit le dossier que Tim a jeté dans le feu brûler peu à peu, révélant la photo qui s'y cachait à l'intérieur. Photo sur laquelle on voit Matt Murdock, Natasha Romanova, alias Black Widow, ainsi que leur fille, une certaine Mapone Romanova. Honnêtement, ce run, c'est le meilleur run Daredevil, vraiment, lisez-le, c'est absolument incroyable. J'ai zappé plein de détails, il y a tellement plus de trucs, enfin, vraiment, allez-y, même si vous êtes quand même spoilé de la majorité des choses, il y a masse de trucs à découvrir, donc moi, je peux que vous le conseiller à 100%. Bienvenue à tous dans les abysses de l'iceberg, et dans cette partie on parlera donc des anecdotes les moins connues, et on va commencer tout de suite avec la première apparition télé de Daredevil. Car non, le film de 2003 avec Ben Affleck n'est pas la première apparition télévisuelle de Daredevil. En effet, pour cela il faut remonter en 1989 dans la série L'Incroyable Hulk. Oui, effectivement, la première apparition de Daredevil, c'est dans un crossover, comme quoi le MCU n'a rien inventé. Et plus précisément, il apparaîtra dans l'épisode Le procès de l'incroyable Hulk, où Hulk va être accusé à tort d'une agression dans le métro, et c'est vrai que quand on fait 2 mètres de haut de pur muscle, c'est compliqué de paraître innocent. Et du coup, David Banner va être envoyé en prison. Alors oui, petite parenthèse, il s'appelle David Banner et pas Bruce Banner dans la série, parce que les producteurs qui produisaient du coup la série trouvaient que Bruce, eh bien ça faisait trop gay. Les années 70.
Mais refermons cette parenthèse, pourquoi pas en parler dans un iceberg de Hulk plutôt, si jamais un jour il ressort un film bien au cinéma, ce qui est pas près d'arriver, je sais pas. Non, et plus sérieusement, du coup, une fois en prison, David Banner va se voir attitrer un avocat de la défense, qui ne sera autre que Matt Murdock évidemment, connu la nuit sous le nom de Daredevil, qui fera donc une apparition costumée avec son costume noir, dans laquelle il explosera des malfrats de manière extrêmement stylée. J'ai menti, la scène n'est pas folle. Et ainsi débutera donc une alliance entre Hulk et Daredevil pour se battre contre le Caïd. Oui, il y a aussi le Caïd dans cet épisode qui, si vous voulez mon avis, ressemble à Seb du Grenier quand il fait un mauvais cosplay. C'est quoi ce flow catastrophique? Le Caïd qui, pour votre anecdote, sera joué par John Rhys David, donc oui, littéralement l'acteur de Gimli dans Le Seigneur des Anneaux, ça n'a littéralement aucun sens. Et le pire, c'est que honnêtement, l'épisode est pas trop mal, franchement c'est regardable, c'est même plutôt drôle, je sais pas pourquoi, mais franchement, j'ai kiffé vraiment ce visionnage de Daredevil. Et à l'époque d'ailleurs, le personnage de Daredevil dans cet épisode et l'épisode de manière globale sera plutôt bien reçu, même s'il ne fera pas un score suffisant pour lancer une série Daredevil, parce que oui, cet épisode devait être le pilote pour un projet sur Daredevil, mais évidemment ça ne se fera pas, vous le savez. Donc voilà, c'était la première apparition plutôt remarquée de Daredevil, et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez cette anecdote, parce que je l'ai mise tout en bas, parce que évidemment c'est pas très connu, mais bon, quand on s'intéresse un peu aux comics, on l'a déjà vu passer au moins une fois ou deux par curiosité, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Et cette prochaine anecdote se concentre sur le fait que Daredevil soit le plus gros queutard littéralement de l'univers Marvel. Effectivement, vous le savez, c'est un tombeur, il a eu plein de meufs et j'ai compté pour vous, il y en a 14 avec lesquelles il est sorti officiellement dans la continuité principale. Et évidemment, je vais pas vous raconter toutes les histoires d'amour qu'il a eu à chaque fois parce que ça va être très long, mais j'ai un truc très drôle à vous montrer juste après, donc on va très rapidement faire le tour de toutes ses copines, avec la première évidemment Karen Page que vous connaissez forcément, il y a eu aussi Natasha Romanoff qu'on appelle aussi Black Widow, on a eu Moondragon, il est sorti avec Heather Glenn, avec Elektra Nachos évidemment, avec Gloriana O'Brien aussi, avec Mary Walker qui est donc Typhoid Mary qui est un personnage assez récurrent dans les comics Daredevil, on a aussi eu Nila Skin, Maya Lopez qui est Echo, c'est un peu plus limite niveau âge, mais ça passe. On a eu Mila Donovan aussi, Dakota North, Felicia Hardy qui est donc Black Cat, et oui, il s'est aussi tapé la copine de Spider-Man. On a eu aussi Kristen McDuffie, et pour finir Mindy Libris, et ça c'est que la continuité principale évidemment, je suis pas allé chercher dans les spin-offs, tous les autres tie-in ou les Elseworlds, parce que là on en aurait pour un beau moment. Mais là vous allez me dire ça me sert à rien comme anecdote, oui effectivement il a eu plein de meufs, en même temps c'est un perso qui existe depuis quasiment 60 ans donc c'est normal, mais attendez, parce que Daredevil on peut aussi le cancel, il a eu des comportements problématiques, t'as Norman Tavo finalement. Parce qu'effectivement, quelle ne fut pas ma surprise quand pour mes recherches du coup je suis tombé sur le Daredevil numéro 120 de 1975 dans lequel Daredevil sort avec Black Widow et a un comportement légèrement on va dire un peu à l'ancienne, voilà, si ce n'est déplacé c'est au moins un peu rétro. Alors oui, effectivement, comme vous pouvez le voir, du coup, sur la case, Black Widow le prend pas très bien, mais littéralement la case d'après, personne n'en parlera plus jamais, donc voilà, elle le prend pas bien, mais ça passe, donc c'est vraiment, putain, l'ambiance de l'époque, très bizarre. Et je sais ce que vous pensez, c'est totalement choquant de voir ça dans des comics, évidemment, sauf qu'en fait, tout va bien, c'est pour dénoncer, voilà, carte dénoncement, on a le droit, car effectivement, ce comics est scénarisé par le bon Tony Isabella, qui est, pour ceux qui ne le connaissent pas, un scénariste extrêmement connu pour ses engagements sociaux auprès des femmes, mais aussi auprès des personnes afro-américaines, car c'est notamment le créateur du premier super-héros noir de chez DC Comics, à savoir Black Lightning. Et d'ailleurs, pour Black Lightning, on n'est pas passé loin d'une énorme catastrophe ultra raciste, mais ça j'en parle dans mon iceberg de DC Comics. Et pour les 2-3 du fond qui aiment les problèmes, non, on parlera pas du fait que ce soit devenu une femme à 73 ans, ça c'est les déboires du postmodernisme, vous en faites ce que vous voulez, ça me regarde pas et ça enlève surtout rien au travail immense qu'il a fait pour l'industrie du comics. Dans la sérénité et le calme évidemment, je compte sur vous, c'est faux, j'ai aucune confiance en vous. Le principe de tout bon super-héros, c'est bien sûr qu'il possède une identité secrète afin de protéger évidemment sa vie personnelle, sa famille, etc. Et c'est le cas bien sûr pour Daredevil qui le jour est Matt Murdock et la nuit Daredevil. Et si c'est vrai que c'est quand même très étonnant que personne ne devine que Bruce Wayne est Batman ou que Superman est Clark Kent parce que bah littéralement il a la même tronche et qu'il a pas de masque, même si blablabla, évidemment personne ne se doute que c'est lui, mais pour Daredevil c'est encore pire parce qu'il est littéralement aveugle et qui pourrait se douter que Daredevil est un mec aveugle dans la vraie vie. Sauf que étonnamment Daredevil c'est le personnage qui a eu chez Marvel le plus de problèmes avec son identité secrète qui a été révélée de très nombreuses fois.
Car souvenez-vous, plus tôt dans l'iceberg, je vous parlais du run Born Again où du coup le caïd achètera auprès de Karen Page l'identité de Daredevil, mais ce n'est pas tout car en effet en 2002 dans le Daredevil numéro 30, écrit par Brian Michael Bendis et dessiné par l'incroyable Alex Maleev, eh bien on découvrira une vérité bien plus profonde. Car en effet dans ce comics un nouvel ennemi va débarquer à New York et veut absolument se faire Daredevil, et pour ça il va donc demander aux alliés du caïd l'identité secrète de Daredevil, et ces derniers finiront par lui révéler que c'est Matt Murdock. Mais c'est véritablement ce qu'il va apprendre juste après qui va le choquer, car en effet, il va comprendre que tous les criminels travaillant pour le caïd savent que Matt Murdock est Daredevil. Mais le caïd a donné pour ordre de ne pas révéler l'identité secrète de Matt Murdock, car c'est lui et lui seul qui veut le vaincre. Et les criminels qui travaillent donc pour le caïd ont tellement peur de leur patron qu'ils préfèrent donc ne rien dire et garder ce secret pour eux. Alors qu'en fait, en réalité, toute la pègre de New York sait que Matt Murdock est Daredevil. Et ça, je trouve ça complètement fou. C'est la peur qui maintient ce secret. Et ce qui est encore plus fou, au-delà du fait que le caïd veuille personnellement vaincre Daredevil, c'est qu'il le considère comme un atout stratégique. Et il a raison, il connaît l'identité de son pire ennemi. C'est une carte à jouer extrêmement puissante. Par exemple, à un moment de l'histoire, il échangera cette information à un agent du FBI contre une protection de témoins. Et ce qui est d'autant plus fort, c'est que le caïd sait que Daredevil reste une menace gérable, car en effet, malgré ses sens surdéveloppés, ça reste un simple humain. Il ne peut pas être partout à la fois, alors que s'il venait à tuer Daredevil et qu'il était remplacé au hasard par les Avengers, ça serait très compliqué pour le caïd de gérer tout ça. Donc évidemment qu'il préfère garder Daredevil sur qui il a l'avantage, plutôt que de le tuer pour changer de héros potentiellement, parce que même contre un Spider-Man, ce serait beaucoup plus compliqué pour lui. Même si c'est vrai que malgré la menace du caïd, l'identité de Matt sera révélée, et ce à de nombreuses reprises. Bon, heureusement, grâce au pouvoir de Purple Man, il arrivera à effacer la mémoire des gens. Enfin, il y a toujours des subterfuges pour faire revenir les choses au statu quo, mais c'est vrai que du coup, son identité sera révélée plusieurs fois et ça le mettra dans des positions assez compliquées. Je vous invite à lire le run de Maleev et Bendis qui est absolument incroyable. Alors oui, on se plaint souvent que beaucoup de comics, surtout chez Marvel et même chez DC Comics, sont des travaux de commande, c'est-à-dire qu'en fait c'est l'éditeur qui vient directement chercher un scénariste et un dessinateur pour leur dire tu vas nous faire un tel run sur Venom, tu vas nous faire un tel run sur Superman, afin de vendre évidemment des comics de manière assez facile. Voilà, quand il y a un film qui sort, on met X et X sur Batman et ça fait plein de ventes, c'est magnifique. Sauf que l'anecdote est pas très connue, mais Daredevil, eh ben écoutez les gars, c'est un travail de commande. Voilà, c'est pas du tout une création originale, enfin ça reste une création originale évidemment, mais c'est pas quelque chose qui est sorti du cerveau pouf de Stan Lee et de ses amis. C'est Martin Goodman, du coup le directeur de Marvel de l'époque, dont j'ai beaucoup parlé dans mon iceberg de Marvel, qui est venu voir son cousin Stan Lee pour lui demander une copie du Daredevil original, dont on parlera peut-être évidemment à la fin de l'iceberg. On commence à toucher le fond, donc les anecdotes commencent à se rejoindre évidemment, mais du coup il demandera à Stan Lee explicitement un personnage nommé Daredevil, et Stan Lee va venir voir Bill Everett pour créer le personnage ensemble. Et c'est donc comme ça qu'en avril 1964 sortira le nouveau héros de chez Marvel, un certain Daredevil, dans son costume jaune et rouge flambant neuf qui était quand même un petit peu stylé, on va pas se mentir. Mais du coup voilà pour l'anecdote, c'est Martin Goodman, le créateur du coup de la maison Marvel, qui impressionné par la popularité de Spider-Man et du coup de l'ancien personnage Daredevil, voulait son personnage Daredevil, alors que ce qui en plus est marrant, c'est que à la fois Stan Lee et Bill Everett vont revendiquer du coup l'idée originale de Daredevil, alors qu'en réalité c'est ni l'un ni l'autre qui a eu l'idée de base. Bon évidemment tout le concept autour de la justice, du fait qu'il soit aveugle, on le doit à Stan Lee, tout ce qui est plutôt visuel, notamment les matraques etc, à Bill Everett. Voilà, chacun a sa part évidemment dans ce gâteau, mais ce n'est pas du tout une création originale, c'est un travail de commande, et pour un personnage aussi populaire je trouve ça assez incroyable. Alors non, évidemment, on va pas parler du run Justice incarné de chez DC, ça n'a absolument rien à voir, même si vous allez voir qu'on va sombrer dans le cosmique assez rapidement, parce que oui, faut quand même qu'on fasse un peu de cosmique dans cet iceberg, car en effet, Daredevil n'est pas qu'un simple personnage urbain de chez Marvel, c'est faux, c'est littéralement l'allégorie, la représentation de la justice dans l'univers Marvel.
Voilà, rien que ça. Car en effet, dans le run Defenders d'Alewing et Javier Rodriguez, qui est un run du coup sur la cosmologie de Marvel, sur comment le multivers fonctionne, et plus spécifiquement donc dans le numéro 4 de ce même run, eh bien l'équipe des Defenders va pénétrer dans le 4e cosmos, qui est en fait une version antérieure du multivers Marvel qui a été détruit il y a des années lors d'une crise du coup du multivers. Mais du coup, en retournant dans le 4e cosmos, du coup dans ce monde perdu et détruit, les Defenders vont découvrir des avatars primordiaux qui sont en fait du coup des idées qui sont devenues vivantes, qui représentent les idées principales du multivers, qui sont un peu l'esprit du cosmos. Et dans ces idées, on a la justice héroïque qui est incarnée par un homme démon rouge du coup qui représente clairement Daredevil. Et d'ailleurs, il est expliqué que ces êtres conceptuels sont les premières formes d'idées qui prendront plus tard du coup des formes plus complexes en tant que héros véritablement de l'univers Marvel dans les cosmos suivants. C'est un petit peu, si vous voulez, le brouillon, la soupe primordiale, c'est les idées dans leur essence la plus pure qui ensuite s'affinent pour devenir des vrais personnages. On a par exemple dans ce monde-là un nuage d'orage vivant qui est nommé Off-Storm et qui deviendra du coup plus tard dans le 8e cosmos le personnage de Thor, qui représente donc le dieu du tonnerre. On a aussi par exemple un personnage assez mystérieux et rigolo qui a une cible à la place de la tête et qui est nommé AM True et qui plus tard deviendra bien sûr Hawkeye. C'est donc l'idée originale qui deviendra Hawkeye dans le multivers moderne. Et bien sûr, celui qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, c'est Off Justice, du coup un personnage qui représente l'archétype du coup de la justice et de l'héroïsme, un personnage qui a les yeux bandés, qui est en rouge et qui a des cornes de diable. C'est bien sûr l'idée qui donnera plus tard Daredevil. Et en tout cas, d'un point de vue purement cosmologique, ça montre que certains personnages sont bien plus importants que d'autres car ils découlent des avatars primordiaux, notamment Reed Richards, du coup Mister Fantastic, qui découle du Four Is One. On a aussi par exemple du coup Iron Man et Captain America qui découlent de Off Past et Off Future, l'un représentant le passé et l'autre le futur. C'est pour ça qu'ils sont souvent en conflit évidemment, et ça montre donc que Daredevil lui représente la justice et a donc une importance vraiment cosmique dans le multivers Marvel, ce qui montre donc que Daredevil n'est pas un simple héros urbain et absolument pas un héros secondaire, car au contraire, d'un point de vue cosmologique, il a tout à fait sa place parmi les plus grands héros de l'univers Marvel. Et avant de parler des deux derniers sujets de l'iceberg, avec un qui sera vraiment plus sombre comme vous avez l'habitude à la fin des icebergs, ça c'est, j'aime bien faire un petit peu, voilà, remettre un petit peu l'ambiance un peu sombre, c'est très très cool. Mais avant, on va parler d'un truc qui n'a absolument rien à voir, car on va parler des théories sur le MCU du coup par rapport à Daredevil. Mais tout petit point de contexte pour les gens qui seront amenés à regarder la vidéo plus tard après sa sortie, parce qu'évidemment les théories s'invalident avec le temps ou se valident avec le temps d'ailleurs, car à ce moment-là du coup quand la vidéo sort, on a vu Daredevil évidemment dans Spider-Man No Way Home, du coup on sait qu'il est dans le MCU, la série Born Again n'est par contre pas encore sortie, donc je parle totalement au hasard et ça fait plaisir. Et du coup, d'un point de vue purement pragmatique, Matt Murdock sait que Spider-Man est du coup Peter Parker, il connaît aussi l'identité secrète de She-Hulk et de Echo, mais par contre Spider-Man lui ne sait pas que Matt Murdock est Daredevil, même si peut-être qu'il a un doute mais ça compte pas. Sauf que vous le savez, mais à la fin de No Way Home, tout le monde va oublier que Peter Parker est Spider-Man grâce au sort de Doctor Strange. Et ainsi, certaines théories, notamment sur Twitter, disent qu'on pourrait voir Spider-Man dans Daredevil Born Again, ou en tout cas que les deux personnages seront amenés à collaborer dans le futur, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, dans le MCU, Peter Parker se rapproche maintenant vraiment du Spider-Man des comics. Il vit tout seul dans un appartement tout pourri, il a pas de travail, donc pas de rentrée d'argent, etc. Et c'est donc un super-héros vraiment débutant, et il pourrait trouver en Daredevil donc un mentor qui pourrait lui apprendre un peu les bases de cette double vie, etc. car il est très habitué à ça, Daredevil. Et cette théorie s'appuie sur plusieurs éléments, notamment le fait que Daredevil, grâce à ses sens extrêmement développés, pourrait, même s'il a oublié l'identité de Peter Parker, la redécouvrir très rapidement du moment qu'il voit Peter Parker pour la première fois. Et là vous allez me dire, mais il n'y a aucune chance que Peter Parker croise Matt Murdock, il y en a un c'est un avocat, l'autre c'est un étudiant, ils ont aucune chance de se croiser. Et c'est là que la théorie devient intéressante, car en effet Matt Murdock et Peter Parker vont au même café à New York. Et comment est-ce que je peux le prouver ? Eh bien les tasses Happy to Serve You. Évidemment il y a une théorie qui est en fait un clin d'œil depuis des années, on les voit notamment dans le tout premier Spider-Man de Sam Raimi, c'est du coup des tasses avec marqué We are happy to serve you, et du coup on voit que Karen Page, du coup dans la série Daredevil, boit son café dans ses tasses, et Peter Parker dans le dernier film a aussi une de ses tasses sur son bureau puisque c'est là que travaille MJ.
Donc voilà, à partir de ce vraiment tout petit détail, vous avez des gens qui vous expliquent qu'en fait Peter Parker du coup va aller stalker MJ tous les jours dans ce café et finira forcément par croiser Matt Murdock qui découvrira ou se souviendra de son identité et du coup bah évidemment ils se rencontreront avec leur identité secrète. Pourquoi pas, j'avoue que le caméo en tout cas, enfin ces petites références là sont plutôt cool et que le caméo est vraiment attendu dans Born Again, même si à mon avis ça n'arrivera pas tout simplement parce que Spider-Man appartient à Sony et que ça coûterait beaucoup trop cher de le faire venir que pour un caméo. Donc écoutez, on verra, moi je pense que non, même si évidemment je serais extrêmement heureux de voir le duo iconique Daredevil-Spider-Man qui est juste extrêmement cool dans les comics, ou dans une série télé, ce serait absolument incroyable. De toute façon je pense que Born Again sera incroyable, mais ce n'est pas le sujet, on s'écarte, donc laissez-moi vous parler du coup des deux derniers sujets de l'iceberg. Et pour cet avant-dernier sujet de l'iceberg, on va parler du coup du fait que Daredevil soit littéralement un plagiat. Voilà, en tout cas le nom Daredevil est directement inspiré du personnage des années 30 qui s'appelait directement Daredevil, ils sont pas allés chercher très loin. Non, parce qu'on parle quand même souvent de la compétition entre Marvel DC, qui plagie qui, bon c'est toujours Marvel, on va pas se mentir, mais pour une fois que Marvel plagie chez quelqu'un d'autre que DC Comics, eh bien, je sais pas quoi dire, est-ce que c'est cool? Non, c'est pas cool, mais au moins ça change. Donc pour faire vraiment très simple, le Daredevil de Lev Gleason Publication, qui est une maison d'édition du coup des années 30, est un personnage de comics créé par Jack Binder en 1940, soit 20 ans avant le Daredevil de chez Marvel. Et du coup, quant à son histoire, ce Daredevil se nomme Bart Hill, et son histoire c'est qu'en fait c'est un jeune homme qui va être rendu muet par un choc émotionnel extrêmement intense, car en effet quand il sera enfant, il va voir le meurtre de ses parents sous ses yeux, ce qui va le rendre muet. Et en plus de ça, dans l'attaque qui va tuer ses parents, lui va être blessé et marqué au visage à vie par un boomerang, qu'il va donc utiliser ensuite comme arme signature, un peu à la manière de Batman qui utilise finalement les chauves-souris desquelles il est traumatisé. Bah là c'est pareil, il utilise le boomerang un petit peu à la manière de Batman qui utilise les chauves-souris desquelles il est traumatisé pour combattre le crime. Et ben là c'est exactement pareil, il va utiliser un boomerang du coup duquel il est traumatisé pour combattre les criminels et faire régner la justice. Mais le pire c'est que malgré son design ultra kitsch aujourd'hui, et bien à l'époque c'est un énorme succès, les gens le trouvent vraiment très stylé, un premier degré il le trouve vraiment super cool, et il aura un énorme succès pendant les années 40, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, car le personnage affrontera pas mal de nazis, et à l'époque se battre contre les nazis, et ben c'est cool, aujourd'hui aussi d'ailleurs, on va pas se mentir. Et ce personnage de Daredevil sera si populaire qu'il aura même sa propre équipe de jeunes super-héros qui seront nommés les Little Wise Guys et qui seront du coup une série qui se vendra vraiment très bien dans les comics, même si au fur et à mesure des années, ils perdront du coup leur aura prestigieuse et finiront dans les placards du coup de Lev Gleason Publication. Et du coup après les années 50, il sera complètement mort et oublié jusqu'aux années 90 où il va faire un revival, car en effet le personnage sera du coup rétroactivement intégré à l'univers Image Comics en 1990. Mais évidemment pour des soucis de droit d'auteur, car Marvel avait déposé Daredevil, il sera renommé Double Dare, évidemment c'est beaucoup moins stylé mais tant pis, et il aura même du coup certaines aventures qui marcheront très fort, notamment une aventure scénarisée par J. Cole qui est le créateur de Plastic Man et qui va lui faire affronter Silver Streak qui est le méchant de Claw. Voilà, bon c'est l'univers Image Comics, si vous connaissez pas c'est pas grave, mais dites-vous que ce personnage va avoir une série en 5 numéros qui va super bien marcher, ce qui fait qu'aujourd'hui on le voit parfois en caméo chez Image Comics, dans le fin fond des cases, etc. Bon, c'est déjà ça, hein, pour un super-héros qui était mort, c'est déjà pas trop mal. Et sa véritable dernière apparition sera finalement dans les pages de Wildcats, donc c'est quand même pas trop mal, en 2009 pour une histoire anthologique scénarisée par Barry Reese. Donc voilà, c'est tout pour cette anecdote sur le premier Daredevil, et ça je serais vraiment très curieux de savoir si parmi vous, en commentaire, il y en a qui connaissaient ce personnage ou pas du tout, si c'est une découverte pour vous. Donc voilà, ça vraiment ça m'intéresse de fou parce que même moi je vous avoue que je ne savais pas avant ces recherches là qu'il y avait un personnage qui s'appelait Daredevil et qui avait inspiré le vrai Daredevil. Et qui en plus de ça est un perso qui lance des boomerangs, donc ce truc n'a absolument rien à voir et n'est absolument pas stylé, je suis désolé. Mais trêve de sujets légers, passons donc au dernier sujet de cet iceberg, la plus grande histoire faite sur Daredevil, évidemment le légendaire Daredevil Yellow. Et comment mieux finir cet iceberg que par le récit culte de Daredevil jaune de Jeff Loeb et Tim Sale, qui est un récit extrêmement émouvant et nostalgique qui revient sur les origines du diable de Hell's Kitchen, explorant ses débuts en tant que super-héros à travers une lentille teintée de mélancolie profonde.
car en effet, l'histoire est racontée du point de vue de Matt Murdock. Bien après la mort de Karen Page, submergé par le chagrin et le regret, Matt va donc décider de lui écrire une lettre posthume, un adieu tardif où il va revenir sur ses premiers jours en tant que super-héros lorsqu'il portait encore son costume jaune. Et à l'époque, tout semblait plus simple, ou du moins tout l'était en apparence. Car en effet, à l'époque, Matt Murdock n'était qu'un jeune garçon, alors élevé seul par son père, un certain Jack Murdock, boxeur vieillissant qui l'avait élevé avec un seul mantra: « Ne te bats jamais mon fils, utilise ta tête ». Et Matt, fidèle à la promesse qu'il avait faite à son père de ne jamais se battre, s'était donc concentré sur ses études, même si cela lui valait des moqueries et des intimidations. Mais le destin de Matt changea le jour où il sauva un vieil homme d'un accident de camion transportant des produits chimiques. Et dans l'accident, un liquide mystérieux aveugla le jeune Matt, mais eut alors pour effet de développer ses sens de manière totalement surhumaine. Et alors, chaque son devint une carte détaillée de son environnement, chaque odeur une empreinte unique, et son toucher était devenu si précis qu'il pouvait lire du bout des doigts l'encre imprimée sur une page de papier. Mais alors qu'il essayait de s'adapter à cette nouvelle réalité, un drame le frappa de plein fouet. Jack Murdock, son propre père, fut retrouvé assassiné. Un meurtre lâche dans une ruelle glauque de Hell's Kitchen pour une sombre affaire de paris truqués. Car en effet, Jack Murdock, fidèle à ses valeurs, avait refusé de truquer un combat et avait refusé de se coucher quand on lui avait ordonné. Et pour cela, pour ce courage, il était mort. Et cet instant fut alors un moment charnière pour le jeune Matt qui décida alors d'abandonner la promesse qu'il avait faite à son père. Dorénavant, il allait se battre, il allait rendre la justice non seulement en tant qu'avocat le jour, mais aussi en tant que justicier masqué la nuit. Le diable de Hell's Kitchen était né. Mais Daredevil n'était pas le héros aguerri que l'on connaît aujourd'hui. Lors de ses premières sorties, il portait un costume jaune et noir fabriqué à partir de la robe de boxe de son propre père. Et ce costume était donc un rappel constant de son passé, de la promesse qu'il avait rompue, de sa culpabilité, mais aussi de la colère qui le consumait. Et Matt affrontera alors rapidement ses premiers ennemis, Electro, le hibou ou encore l'homme pourpre. Et Matt était pourtant inexpérimenté, parfois même imprudent, mais son courage et surtout sa détermination compensaient largement son manque de technique. Et chaque nuit, passée à arpenter les toits de Hell's Kitchen était une nuit de douleur, mais aussi de catharsis. Car Daredevil apprit rapidement à dominer ses propres peurs, à utiliser ses nouveaux dons pour transformer la ville en un échiquier géant sur lequel il avait toujours un coup d'avance. Daredevil était en train de devenir un homme sans peur. Mais cependant, Daredevil jaune n'est pas qu'une histoire de combat ou de vengeance, c'est avant tout une histoire d'amour. La véritable force du récit réside dans la relation entre Matt Murdock, Foggy Nelson et Karen Page. Karen, qui avant sa mort tragique, était la secrétaire qu'ils avaient embauchée pour leur nouveau cabinet d'avocats. Elle était belle, douce, lumineuse et devint rapidement le centre d'un triangle amoureux compliqué. Matt en tomba éperdument amoureux dès le premier regard, mais il savait que Foggy Nelson éprouvait les mêmes sentiments. Et un dilemme déchirant s'installa alors, car il ne voulait pas trahir son meilleur ami. Et à travers ses lettres à Karen, Matt Murdock admit enfin ses hésitations, ses peurs et surtout son incapacité à exprimer ses émotions à l'époque. Il expliquait se souvenir parfaitement des sourires lumineux de Karen, de son rire cristallin et de sa manière de rendre la grisaille de Hell's Kitchen un peu plus supportable. Il se rappela alors ses nombreuses occasions manquées, des mots qu'il n'eut jamais le courage de prononcer, et cette culpabilité était un poids écrasant qui le hantait encore aujourd'hui. Et au fur et à mesure que l'histoire avance, le costume jaune commençait à représenter un peu plus que le souvenir de son père. Il devint le véritable symbole de son innocence perdue, de ses erreurs de jeunesse, et Matt réalisa alors que pour devenir le héros dont Hell's Kitchen avait besoin, il devait abandonner son passé, accepter ses faiblesses et embrasser son côté sombre. Et c'est ainsi qu'il décida alors de troquer le jaune
pour le rouge, une couleur qui reflétait sa rage, sa passion et son désir de justice. Il était devenu le diable de Hell's Kitchen. Et ce changement de costume marqua une transition cruciale dans la vie de Matt Murdock. Daredevil n'était plus un jeune homme cherchant à prouver quelque chose. Il devint alors le protecteur implacable de Hell's Kitchen, celui qui opère dans l'ombre pour combattre ceux qui se croient intouchables. Le diable de Hell's Kitchen prenait forme peu à peu, et rien ne serait plus jamais comme avant. Et au fil du récit, les lettres de Matt à Karen sont de plus en plus déchirantes, augmentant peu à peu ses regrets et sa mélancolie. Et à travers ces mots, il tentait tant bien que mal de faire la paix avec son propre passé, de comprendre pourquoi il avait échoué à lui dire à quel point elle comptait pour lui, à lui dire ce qu'il avait sur le cœur. Et la dernière lettre du comics est simplement déchirante, un dernier adieu de Matt à Karen, celle qu'il avait aimée et qui ne reverrait plus jamais. Et cet adieu n'est pas qu'un adieu à Karen, c'est aussi un adieu à cette version de lui-même qui croyait encore à un avenir heureux. Et en terminant sa lettre, Matt accepta enfin sa douleur et se débarrassa du costume jaune qu'il gardait comme un artefact maudit de son passé. Mais la nuit peu à peu s'installe et avec elle, le diable rouge veille, prêt à affronter les ténèbres. Daredevil Yellow, c'est vraiment un des plus beaux comics faits sur Daredevil. C'est pas simplement l'histoire de ses origines, c'est surtout un récit profondément humain qui parle du deuil, de la culpabilité, de l'amour perdu et surtout de l'acceptation de soi et de sa peine. C'est un récit profondément déchirant que je ne peux que vous conseiller de lire et vous remarquerez que j'ai d'ailleurs très peu parlé de l'histoire en elle-même puisqu'en fait j'aimerais que vous la découvriez par vous-même. Ce récit est disponible chez Panini Comics en must-have, il y a plein de formats différents, il est très facilement trouvable en occasion à des prix très abordable. Et si vous devez lire quelque chose de profond sur Daredevil, parmi tous les runs qui existent et qui sont excellents, Daredevil jaune est clairement un essentiel. Alors oui, Daredevil jaune n'est pas un comics classique, c'est pas un comics de super-héros, encore moins un comics sur Daredevil, mais c'est un comics sur Matt Murdock. Franchement, Daredevil jaune, ça fait partie de ces rares comics qui ne sont pas pour moi des comics, ce sont bien plus. Pour moi, c'est largement au niveau de ce que fait une œuvre littéraire classique, de par la profondeur bien sûr de ses thèmes, mais surtout le traitement de son personnage qui est juste absolument incroyable. Daredevil jaune, ça vous parle à vous-même. Et si vous traversez une période compliquée, je ne peux que vous conseiller ce comics, car malgré les thèmes qui a priori sont très sombres et très mélancoliques, ce comics est en fait une ode à l'espoir, car en effet, en faisant une croix sur les démons de son passé, Matt Murdock réussit enfin à avancer, et c'est là la véritable morale de Daredevil jaune, et même plus la véritable morale de Daredevil, car malgré toutes les horreurs auxquelles il a été confronté, Daredevil ne possède qu'un seul mantra: ne jamais abandonner et toujours, malgré toute l'adversité, se relever. Et c'est ça qui fait de Daredevil, pour moi, le meilleur personnage de l'univers Marvel. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et commenter, ça aide énormément la chaîne, vous le savez. Il y aura un changement de nom, je vous ferai peut-être une petite vidéo à part ou un post sur YouTube pour vous dire, mais la chaîne va changer de nom afin du coup de maximiser l'opportunité de dynamisation, je ne sais pas comment dire, mais évidemment le pseudo est pas facile pour évoluer sur YouTube, donc on va changer ça tout de suite, ça sera Shawi, ce sera littéralement mon pseudo que j'ai depuis toujours, ça va être absolument incroyable, et on parlera de thèmes un peu plus différents, il y aura pas que du comics, même si ce sera 99% de comics. Comme d'habitude, n'hésitez pas aussi à checker la description. Vous avez le lien bien sûr vers Eurocomics Grade, la première entreprise française de gradation de comics. On a dépassé les 200 gradations, ça commence à devenir complètement fou et absolument ingérable, c'est en train de partir en couille, ça me plaît énormément. Donc si vous voulez faire grader vos comics, vous avez des comics rares, et bien n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez le site internet évidemment et le Instagram pour nous contacter directement. Vous avez aussi le WhatsApp et tout, enfin il y a tout ce qu'il faut, donc n'hésitez pas à aller sur le site, il y a toutes les infos. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur Vote où on fait du coup des lives pour vendre des comics extrêmement rares. Il y a aussi des comics pas chers évidemment, mais on vend surtout des comics gradés très rares. Donc si ça vous intéresse de les acquérir, n'hésitez pas à nous suivre là-bas. Et moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.